On enregistre. Alors, c'est parti pour les statistiques ce matin. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Oui. Alors, je vais partager immédiatement mon écran pour que ça soit facile à suivre. Partager, présenter une fenêtre. On va juste changer un petit peu le... Bon, alors, donc, dans les statistiques, si on fait un petit parallèle avec le CST de 4, en CST de 4, les choses sur lesquelles que tu parles en statistique, il y a quand même beaucoup de choses. Vous parlez dans le fond de l'écart moyen, vous parlez du diagramme à tige à feuille, ça c'était vu en CST, vous parlez de l'écart moyen, le rang centile, ben, tout ce que je viens de dire, on ne le voit pas en SN. OK? Fait que ces choses-là ne sont pas à considérer dans le cours de maths SN. Fait qu'en partant, on vient d'enlever la moitié des stats qui ne sont pas à voir. L'autre moitié qui reste, donc l'autre moitié qui reste qu'on va travailler aujourd'hui, ça va être principalement sur la corrélation linéaire. Donc, quand on parle de corrélation linéaire, on parle de nuage de points. On va parler de comment, dans le fond, interpréter un nuage de points, comment interpréter la corrélation, le coefficient de corrélation linéaire. On va parler aussi de la droite de régression linéaire. Donc, on va parler de comment gérer des situations de problème avec ça, comment trouver l'équation d'une droite dans un nuage de points avec la méthode de Mayer. Donc, on montre juste une méthode en en SN de 4, désolé. Je pourrais montrer la méthode médiane-médiane. Je sais que M. Choquette en a parlé un peu, mais dans l'évaluation, là, tu prends juste une méthode. D'en montrer 3-4, ça sert absolument à rien. Fait que les profs, on s'entend qu'on montre juste une méthode. Fait que je vais faire un exemple d'une méthode. C'est la même affaire qu'en CST, donc il n'y a pas de différence. C'est juste que ça va vous permettre, dans le fond, d'avoir un retour sur ces notions-là. Donc, je débute à l'instant même, puis vous m'arrêtez si il y a des choses qui ne sont pas claires ou quoi que ce soit. Fait que je vais partir sur la corrélation linéaire. Donc, c'est mon titre. Ben, j'ai appelé ça, dans le fond, statistique. Et on part directement sur la corrélation linéaire. Donc, corrélation linéaire. En fait, quand on parle du mot corrélation, il faut comprendre que le mot corrélation, ça veut dire dans le fond un lien. Donc, quand on dit corrélation entre deux objets ou entre deux événements, on dit qu'il y a un lien. Puis, étant donné qu'on fait des corrélations linéaire veut dire ligne, un lien sur une ligne, ben, c'est qu'on va travailler dans le fond sur des liens entre deux événements seulement. Dans la vie courante, quand on fait des études en recherche, que ce soit dans le fond en recherche scientifique ou en recherche, que ce soit en psycho ou en socio, en sciences humaines, ben on fait souvent dans le fond des sondages, des études, puis tout ça, puis on récolte les données, puis on cherche à établir s'il y a des liens. Présentement, avec la pandémie ou la fin de la pandémie, ben les chercheurs cherchent beaucoup de liens. Dans le fond, ils pourraient dire, est-ce qu'il y a un lien, mettons, entre le fait que les gens qui font du diabète sont plus malades? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Donc, de faire du diabète, d'avoir la COVID plus forte, est-ce qu'il y a un lien? Fait que là, ils font des études, ils regardent dans le fond les patients qui ont été plus malades, ils se trouvent à sortir des données, à dire, ah ben, tel patient, telle quantité de patients, ben hop, il était plus malade, puis on se rend compte que oui, il avait du diabète principalement, donc ils forment ce qu'ils appellent une corrélation. Fait qu'en faisant dans le fond des données de cette façon-là, on peut établir s'il y a un lien ou pas. C'est sûr que des fois, ils font des liens sur n'importe quoi. Fait que là, ils trouvent que la corrélation, elle peut être parfaite, elle peut être forte, elle peut être moyenne, elle peut être faible ou elle peut tout simplement être nulle. Donc, corrélation qui veut dire ici à établir un lien. Et nous, pour trouver la corrélation linéaire, on va travailler à partir de deux choses. On va travailler soit à partir d'un nuage de points, ou on va travailler à partir d'un tableau à double entrée. Double entrée. Si je fais dans le fond un exemple de nuage de points, donc juste pour te représenter un peu un exemple de nuage de points, fait que je vais me dessiner un petit nuage de points bien rapidement, là, quelque chose de bien facile. Ça, c'est mon petit plan cartésien que j'ai fait assez rapidement. Puis je te mets, mettons, un nuage de points. Donc, tu te trouves à avoir des points dans un plan cartésien. Alors, souvent, les points sont alignés. Fait que ça se trouve être mon axe des Y, l'axe des X. Fait que là,
j'ai mis différents points dans mon plan cartésien. Vous les voyez quand même, j'espère que vous les voyez bien. Alors, la première chose qu'on peut constater, c'est que des fois, on a des données qui sont, on appelle ça dans le fond des données éloignées. OK? Fait ici, si on regarde ça, ce point-là, on va l'appeler dans le fond une donnée aberrante ou donnée éloignée. Donc, donnée éloignée. Fait que quand on a une donnée éloignée ou aberrante, ben on s'en fout tout simplement. Fait qu'on la calcule pas dans notre quand on va faire tantôt le calcul pour trouver la droite de régression linéaire ou pour trouver dans le fond le coefficient de corrélation linéaire, on va tout simplement faire on a une donnée éloignée, on s'en fout. Fait que c'est une donnée qu'on rejette, qu'on dit ben il y en a une sur 10 000 qui a comme pas rapport. Fait que celle-là, ben elle vient scraper nos données si on la rentre dans l'eau, mais les données éloignées, dans le fond, on peut marquer ici que on s'en fout. Donc, on s'en fout tout simplement. Ça, c'est pour un nuage de points, donc ça va ressembler à ça. On peut interpréter un nuage de points de plusieurs façons. Donc, l'interprétation du nuage de points va se faire de façon suivante. Puis là, oui, je sais qu'en classe, ceux qui l'ont fait en CSC, des fois, on disait, ouais, la corrélation, elle est moyenne forte, elle est très forte, elle est moyennement faible. Tu sais, dans les examens finaux, là, c'est assez, comment je pourrais dire, cherchez pas des à peu près, là. C'est soit que c'est parfait, soit que c'est fort, soit que c'est faible, soit que c'est nul. OK? Il n'y aura pas de moyen. Ça va être tout ou rien, en fait. C'est pour ça que je veux vraiment que ça soit clair. Puis je vais faire un petit dessin. En fait, je vais vous le représenter là, ici. Là. Puis je vais faire un copier-coller de quelque chose que j'ai déjà ici dans un tableau, tant qu'à me le retaper au complet. Donc, je l'ai déjà ici. Donc, si je parle, oups, et voilà. Donc, si je parle de l'interprétation d'un nuage de points, tu sais, premièrement, le nuage de points, il peut être soit positif ou il peut être négatif. Puis ça suit un peu la pente d'une droite. Parce que quand on regarde le nuage de points, on peut regarder l'allure générale du nuage de points. Fait que si ça s'en va en montant, c'est positif. Si ça s'en va en descendant, ben c'est négatif. Fait que si on prend dans le fond juste l'interprétation fort, moyen puis faible, ben fort, c'est quand les points sont super groupés. Moyen, c'est quand les points sont comme motonnés, mais il y a quand même de l'espace entre. Puis faible, ben ça tend vers le nul, donc ça tend vers n'importe quoi. C'est sûr qu'on peut avoir des corrélations qui sont dites parfaites, qui forment une ligne droite, droite, droite. C'est quand même assez rare, là. Puis il faut toujours quand même qualifier si elle est positive ou négative. Fait que si on te demande qualifie une corrélation, ben, il ne faut pas juste que tu dises qu'elle est forte, il faut que tu dises qu'elle est forte positive ou elle est forte négative. Ça, en fait, c'est souvent des questions à choix multiples qui sont là-dessus. Là. Je fais juste clin d'œil concernant l'examen de fin d'année. Tu n'auras pas besoin de justifier quoi que ce soit. Il va falloir plus que tu interprètes, puis là, tu regardes dans le choix de réponse qu'est-ce qui qualifie la bonne affaire. Fait est-ce que ça va par rapport à ça, par rapport au nuage de points? Je pense que je n'apprends rien de nouveau à personne sur le nuage de points. Ça va pour ça? Juste parler du tableau à double entrée, ben, j'en parlais ici qu'on pouvait interpréter à partir d'un nuage de points ou d'un tableau à double entrée. Fait que si je fais un exemple de tableau à double entrée, je vais le faire à ma page suivante. Donc, exemple, tableau à double entrée. Juste marquer ici, exemple, tableau à double entrée. Ben, le tableau à double entrée, oui, question. Là, c'est qui pose la question? Parce que je ne vois pas vraiment qui pose la question. Y avait-il une question? Ou j'entends pas qui parle? C'est Justin? Justin, tu as une question? J'entends absolument rien si tu as une question ou si tu parles. Bon, c'est peut-être moi qui ai un problème de son. Ça sera pas long, je vais regarder là, parce que j'entends pas non plus Thomas. That's weird. Ça sera pas long. Ça commence bien, le monde me parlait, puis j'ai comprends pas. Pourtant, ça c'est beau. Ça c'est beau. Vous autres, vous m'entendez au moins? Toujours bien ça.
Ça, c'est beau. Périphérique de sortie. Ben voyons donc. Qui peut. Est-ce quelqu'un d'autre qui peut essayer de parler, là? Essayez donc de parler pour voir si j'entends quelque chose. Je sais pas, n'importe qui. Ben voyons donc. Puis tantôt, j'entendais la musique comme il faut. T'entends un petit peu, là. Toi, t'entends Thomas. Bon, déjà une chose. Moi, j'entends personne. T'entends un peu. On va juste vérifier une chose. Ok, ça marche. Euh... It's strange. Lecture. Je vais faire de quoi? Je vais juste me déconnecter. Restez connectés, vous autres, je me déconnecte puis je me reconnecte. Ça sera pas bien long, ça va peut-être régler le problème. Des fois, ça peut être une niaiserie comme ça. Je reviens tout de suite. 10.04, 10.04, vous m'entendez vous autres aussi? Bon, ouais, tout est beau. Là, c'était bizarre, mais c'était la meilleure façon de régler le problème, là, parce que je cherchais c'était où, puis je le voyais pas là. Fait que ce sera pas long, moi juste représenter mon document. Ben oui, tu peux poser ta question. Go! Ouais, exactement, c'est ça. C'est correct. Alors, un tableau à double entrée, ben, le tableau à double entrée, souvent, si je reviens dans le fond sur ce sujet-là, ben, si je fais un retour ici sur les nuages de points, ben, les nuages de points sont placés dans un plan cartésien. Je vais juste prendre mon exemple ici, où ce que l'origine est en bas. OK, le 0, 0 est en bas, donc les X avancent à droite, puis les Y avancent vers le haut. Fait que ça, je pense que vous le comprenez bien. Le problème avec le tableau à double entrée que je vais vous faire, c'est que le tableau à double entrée, il est fait de cette façon-là. Donc, il est fait dans l'autre sens. Il est fait comme ça. OK? Fait que dans le fond, on se trouve à avoir deux variables. Je vais marquer, mettons, une variable d'un côté. Là, je vais faire un exemple. Mettons, je vais marquer, je sais pas, centimètres ici à droite. Puis ici, ça se trouve à être température en degrés Celsius. OK? On s'en fout du contexte. Puis là, on se trouve à avoir, mettons, 10 cm, 12 cm, 14 cm, 16 cm. Puis ici, la température, mettons, c'est 20, 24, 28, 32. Puis là, tu te trouves à avoir des données. Fait que tu dis, ici, mettons, c'est marqué 1, 0, 0, 0. Ici, c'est marqué 0, 2, 0, 0, 0, 1, 3, 4. Puis ici, 0, 0, 0, 5. Fait que là, si on regarde ici, dans mon exemple de tableau à double entrée, ben, on voit clairement que les nombres sont alignés de cette façon-là. Alors, on aurait tendance à dire que c'est négatif, mais c'est pas négatif parce que dans le fond, imagine quand je compare avec un plan cartésien, l'axe des Y s'en va vers le haut, donc les Y s'en vont en montant, puis les X s'en vont vers la droite. Ici, si je qualifie ça comme étant un tableau, un nuage de points, ok, un peu de la même façon, ben on a comme un axe où on s'en va vers la droite, donc on s'en va de façon croissante vers la droite, mais ici, la partie verticale s'en va de façon croissante vers le bas. Donc, à cause de ça, ça fait en sorte que dans ton tableau à double entrée, quand tu lis une ligne que tu vois qu'il y a une corrélation, ben ça fait en sorte que ça représente une corrélation qui est positive quand ça s'en va en descendant. Oui, question. Mettons, tu veux dire, quelle première qui est plus grande? Ah, ben là, ça avait parti de 32 à 20, tu aurais été placé de la même façon que ici. Parce que regarde, quand tu lis dans le fond, ton axe des Y, ça part du plus gros vers le haut, au plus bas vers le bas. Mais c'est parce que quand on fait un tableau à double entrée, on a toujours tendance à mettre l'origine ici. Fait que ton origine, là, il est toujours ici, où ce que j'ai mis le point vert, comme ton point 0, 0, où le point de départ, il est là.
Fait que ton point de départ est à l'extrémité haute. Fait que ça fait en sorte que le tableau à double entrée, il est comme à l'envers pas mal tout le temps. Une façon de pouvoir pas tomber dans le piège, c'est tout simplement de remettre les données dans un nuage de points. Fait que quand tu retranscris ces données-là dans le nuage de points, puis tu dis, OK, je vais les mettre dans le nuage de points, fait que je vais mettre ma température ici, je vais mettre dans le fond mes centimètres ici, bien là, ça te permet de dire, OK, 10 centimètres, 20 degrés, j'ai un point là, 12 centimètres, 24 degrés, j'ai un point là, 28 degrés, ben, j'avais deux points là, un point ici. 14 cm, j'ai 3 points là, ici. Puis 16 cm, ben, j'ai des points à tout simplement à 32. Fait que, tu sais, puis à 28 aussi. Fait que là, on se rend compte que là, on la voit, notre corrélation positive en plaçant nos points approximativement. Il n'y a rien à faire précis, là, c'est juste de pouvoir l'interpréter de la bonne façon, ton tableau à double entrée. Fait qu'il faut juste comprendre que le tableau à double entrée, la corrélation, le sens est à l'envers. Donc, dans ce cas-là, ici, on va parler du sens qui va être à l'envers dans le tableau à double entrée. Mais ça, je pense que vous l'aviez déjà vu en classe, puis ceux qui sont en secondaire 5, j'espère que vous vous en souvenez. Là. Fait que ça va pour ça. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au tableau à double entrée? Juste mettre les gens qui sont arrivés en retard. Là. Cette est là, je viens de la voir. Moïse, il n'est pas là. Non. OK, c'est beau. Fait que j'ai pas vu d'autres personnes. Fait que ça va pour ça. Ah, Alexander, je l'avais pas vu. Fait que juste marqué Alexander qui est arrivé aussi en retard. Je mets présent, là, je mets pas retard. Arlette, Moïse, Samuel Chabani. Ah, il m'avait dit qu'il serait pas là, c'est vrai, puis Frida. Oui, Lina. OK. Ça se peut. Mais maman, elle me l'avait pas dit. Ben, c'est gentil de me le dire. Merci beaucoup, Lina. Donc, ça va pour ça. Maintenant, tombons au calcul du coefficient de corrélation linéaire, parce qu'il y a une façon de le calculer, ce fameux coefficient-là. Fait que, écoute, ça va quand même assez vite. Alors, calcul du coefficient de corrélation linéaire, de corrélation linéaire. Il y a 3 étapes à faire pour calculer un coefficient de corrélation linéaire. Puis je vais vous faire un exemple. C'est la meilleure façon de comprendre comment le calculer. Puis je suppose que vous l'avez déjà vu. Là. Je vais aller un petit peu vite. Je vais juste recopier un tableau qui est déjà fait pour mon exemple. Donc, ça se trouve à être mon exemple. Fait que là, tu vois, dans le fond, j'ai déjà un nuage de points que j'ai tracé une ligne au milieu. Puis j'ai fait un rectangle. Donc, je vais expliquer un petit peu mes étapes. Fait que la première chose que tu fais quand tu as un nuage de points, c'est de tracer une droite qui passe au milieu de tes points. Donc, je vais marquer étape 1, E1. Fait que tu tracer une droite. C'est à peu près, hein, passant au milieu des points. Donc ça, c'est ta première étape. Tu traces la droite qui passe au milieu des points. Fait que ça, tu as fait le plus possible aligné selon le sens de tes points aussi. Ça, c'est super important. Il faut que tu suives l'orientation des points. Et des fois, les gens, ils voient les points et ont tendance à faire leurs droites qui sont horizontales ou verticales. C'est assez rare que ça va être aligné horizontalement ou vertical. OK? La deuxième étape, c'est avec un rectangle, il faut que tu encadres les points. Donc, à l'aide d'un rectangle, encadrer les points. À l'aide, je l'ai fait en orange ici. Donc, à l'aide d'un rectangle, encadrer les points. Puis sur cette étape-là, je veux que ça soit bien clair, parce que des fois, les gens ils ont tendance à encadrer un petit peu n'importe comment. Juste revenir à la page précédente pour vous montrer des choses à ne pas faire. Mettons, j'ai un nuage de points ici. Je prends cet exemple-là ici. Quelqu'un arrive, puis il fait son rectangle, puis il le fait comme ça. OK? Ben, ça, pour moi, c'est pas un rectangle. OK? C'est comme un parallélogramme. Un rectangle, il y a des angles droits dans un rectangle.
Fait que quand tu encadres, il faut vraiment que tu suives le fait d'avoir des angles droits. Fait que si, mettons, je voulais encadrer ça dans un premier temps, je tracerais ma ligne. Ma ligne n'est pas obligée de passer par l'origine. Elle passe à peu près. Ça, c'est juste pour me donner une idée comment je l'encadre. Après ça, moi, ce que je fais quand j'encadre, c'est que je m'en vais me placer au dernier point, puis je fais une ligne qui est perpendiculaire à ma ligne. Même chose ici en bas. Puis après ça, je ferme la boîte. Tu peux dire, ferme ta boîte. Non, mais c'est pas ça que tu dis. Et t'encadres pour avoir un rectangle le plus possible rectangulaire possible. Tu sais, ton but, là, c'est si tu fais un parallélogramme en encadrant, là, ça marchera pas ton affaire. Fait que ton but, c'est de dire, je trace ma droite en premier qui suit le plus fidèlement possible le nuage de points. Par la suite, ce que je fais, c'est que je ferme les deux bouts avec des petits bouts de segments de droite qui sont perpendiculaires à la ligne que j'ai faite. Puis après ça, je ferme mon rectangle. Fait que si tu fais ça, tu n'auras jamais de difficulté pour faire ton rectangle. C'est super important de suivre cette directive-là et de faire un rectangle, en fait, et non un parallélogramme. Donc, le mot rectangle ici, il est super important. Et l'étape numéro 3, c'est de mesurer les dimensions du rectangle. Donc, étape 3, mesurer les dimensions du rectangle. Fait que ça veut dire que dans ton examen de fin d'année, ça te prend une règle graduée. Parce que si tu n'as pas de règle, tu ne peux pas mesurer. Fait que c'est comme plate, mais on a besoin d'une règle, ça ne se mesure pas à l'œil. Les dimensions du rectangle. C'est la seule fois dans l'année que tu as besoin de ta règle. Fait que arrange-toi pour l'avoir. Fait qu'une fois que tu as pris les mesures, ok, tu vas prendre dans le fond cette mesure-là qui va se trouver à être la longueur. Je vais l'appeler dans le fond le grand côté. Fait que tu vas mesurer ton grand côté. Donc, grand côté. Et tu vas mesurer aussi le petit côté. Donc, les profs souvent disent la longueur, la largeur. Ben, tu vas te servir de la formule suivante. Alors, il y a une formule pour trouver le coefficient de corrélation linéaire. Alors, la formule, c'est toujours la même. C'est plus ou moins 1 moins petit côté divisé par le grand côté. Puis ça donne la valeur du R. Le R, c'est le coefficient de corrélation linéaire. De corrélation linéaire. OK? Ça, c'est super important, cette formule-là, à mettre donc sur une feuille de notes. Et le plus ou moins qui est ici, ça là, c'est toi qui décides. Il n'y a personne qui va penser à ta place de mettre le plus ou moins. Fait que le plus ou moins, il faut penser que ça va être plus si c'est positif. Donc, tu dis, hey, c'est aligné positivement, ça s'en va en montant, je mets un plus. Et tu mets un moins si c'est négatif. Mais il n'y a personne qui va te le faire penser. Fait que si tu fais le calcul, puis tu dis, ben, je mets un plus ou moins, puis je mets deux réponses, non, ça ne marche pas de même. Faut que tu regardes ton nuage de points. Il est aligné en montant, ah, ben, je vais mettre un plus. Il est aligné en descendant, ah, je vais mettre un moins. Oui, j'ai une question de personne. J'ai une question? OK, c'est beau. Non, avec la nouvelle interface de Classroom, je vois plus les questions, j'entends juste le bleu. Je vois qui. C'est ça, c'est bizarre, je vois pas qui lève sa main. En tout cas, c'est pas grave. Quand je dis question, quand j'entends le bubu, puis je dis question, puis je te nomme pas, la personne qui a levé sa main peut parler. Parce que là, c'est comme un peu mélangeant le matin. Fait que ça va pour le coefficient de corrélation linéaire. Ce coefficient-là, super important, le R, il peut être compris entre moins 1 et 1. Donc, ça ici, là, la valeur minimale, c'est moins 1. Fait que je marque ça comme ça en beau langage mathématique. Ça veut dire que le R, il est compris entre moins 1 et 1. Fait que tu ne peux pas avoir un coefficient de corrélation linéaire qui vaut 3,75. Ça se peut pas.
Tu ne peux pas avoir un coefficient de corrélation linéaire qui vaut moins 10. Si tu arrives à des valeurs plus grandes que 1 ou plus petites que moins 1, c'est que tu as fait une erreur de calcul. Puis ton erreur de calcul classique que les gens font, c'est qu'ils mettent grand côté divisé par petit côté. Fait que quand tu inverses le grand puis le petit côté, ben tu scrapes dans le fond ton coefficient de corrélation linéaire. Puis tu regardes dans mon exemple que j'ai mis là, j'ai fait un exemple avec des chiffres. Fait que si, mettons, je prends les chiffres qui sont là, puis je vais faire l'exemple. Donc, exemple, ben, je ferais 1 moins 2,6 sur 6. Là, c'est ma formule. Fait que ça va me donner 0,697. Et je vais rajouter un moins parce que mes points sont négatifs. Donc, ici, le moins, car le nuage est négatif. OK? Il n'y a personne qui me dit de mettre un moins, à part mon cerveau qui me dit « Hey, c'est négatif, mets un moins. » Sinon, la formule, elle ne me le met pas, là. Est-ce que ça, c'est clair? Est-ce que vous vous en souvenez de ça? Y a-t-il des questions? C'est beau? Good! On va faire juste un petit exemple aussi du classement du coefficient de corrélation linéaire. Parce que ce chiffre-là, qui est compris entre moins 1 puis 1, il faut savoir l'interpréter. Puis j'ai un beau petit tableau qui est déjà fait que je vais vous recopier ici rapidement parce que j'ai déjà dans le fond des vieilles notes de cours qui ne sont pas parfaites mais qui sont là, que j'essaie de remettre à l'ordre. Donc, si on fait un classement du coefficient de corrélation linéaire, j'ai fait un tableau. Donc, puis le tableau, là, il est très subjectif. OK? Fait que si vous regardez mon tableau, j'ai fait une droite linéaire, une ligne, qui part de moins 1 à 1. OK? Là-dedans, j'ai le 0 qui qualifie une corrélation linéaire, un coefficient de corrélation linéaire qui est nul. Donc, quand c'est 0, c'est vraiment nul. Quand je suis dans la partie à droite, donc vers le 1, on parle de coefficient de corrélation qui va être positif. Quand on est dans la partie négative, ben, c'est négatif. Si on va à 1 ou à moins 1, on a une corrélation, un coefficient de corrélation linéaire qui va être parfait. C'est sûr que quand tu arrives à 0,98, souvent on va marquer parfait pareil. Okay? Il y a une question d'interprétation là-dedans. Okay? C'est vraiment très interprété, mais à l'examen de fin d'année, ça va être très clair. Très, très clair. Okay? Ça ne sera pas « Ah, je ne suis pas sûr entre moyen fort puis faible moyen ». Ça va être choix multiple, ça va être soit nul, faible, fort ou parfait. Là, ça va être assez clair. Là. Fait, moi, j'ai qualifié à peu près où qu'on en était. Tu vois, dans le fond, ici, si on regarde, mettons, juste le côté positif, parce que c'est la même affaire, le côté négatif, ben, quand c'est faible, c'est parce que faible, ça va à peu près jusqu'à 0,3, 0,4. Okay? C'est à peu près ça, faible. Le moyen, ça tourne alentour de 0,5. Donc, 0,6, souvent, on dit que c'est moyen. À partir de 0,7 jusqu'à pas mal parfait, c'est fort. Puis après ça, ben, le parfait, c'est alentour de 1. C'est la même chose pour le négatif. Donc, c'est de l'interprétation très subjective. Il y a pas de... Moi, toutes les fois que je cherche à dire, y a-t-il des chiffres précis pour dire, hey, on passe de moyen à fort, ben, si tu vas dans un livre, il marque 0,7. Dans un autre livre, il marque 0,75. Dans un autre livre, il marque 0,72. Dans un autre livre, il marque 0,67. Fait que c'est tout des auteurs qui disent des choses différentes, mais qui se ressemblent. Fait que, tu sais, il n'y aura pas de combat à la mort à dire « Ah, ben, telle affaire, c'est absolument ça. » On s'en fout, en fait. OK? On va faire un petit exercice, juste voir si vous avez bien compris. On va classer les coefficients de corrélation linéaire selon leur ordre. Puis là, vous allez me dire qu'est-ce qu'il y en est. OK? Je vais vous mettre 5 coefficients de corrélation linéaire, puis vous autres, dans le clavardage, si vous le trouvez, je l'ai trouvé le mien, vous autres, dans le clavardage, vous allez marquer l'ordre, tout simplement. Fait que, exemple, c'est classe les coefficients de corrélation linéaire, les R, là, je vais les appeler suivants, en ordre croissant, du plus petit au plus grand. Ça va être facile. Tu sais, je vais vous mettre 5 coefficients de corrélation linéaire, je vais les mettre sous forme de lettres A, B, C, D et E. Fait que dans le clavardage, vous allez me répondre dans l'ordre des lettres. Ça va être plus facile. Tu me réponds 5 lettres. OK? Alors, A, le coefficient il vaut moins 0,6. Le coefficient B vaut 0,45. Le coefficient C vaut 0,88.
le coefficient D vaut moins 0,77 et le coefficient E vaut moins 0,35. Je veux que tu classes ça en ordre croissant du plus faible au plus fort. Donc, marquez-moi les lettres dans le clavardage. Si vous classez ça, avec les lettres seulement, pas avec les chiffres. Je vous laisse le temps d'y penser. J'aimerais ça que les gens participent. Du plus faible au plus fort. Quand je regarde les réponses, c'est là que j'aime ma job. Ah, let's go, il y a d'autres gens qui n'ont pas répondu. Là. On est plus que ça matin, là. Alors, la corrélation la plus faible, c'est E. OK, le plus faible, c'est le plus proche de zéro. On se fout du positif ou négatif. La deuxième plus faible, c'est B. La troisième plus faible, c'est A. La quatrième, c'est D. Et la plus forte dans la gang, c'est C. Donc, ça, c'était la réponse. E, B, A, D, C. Alors, ici, on se fout des plus ou moins. Fait que ça soit négatif ou pas, on s'en fout, tu vas juste voir le chiffre. C'est ça, dans le fond, que le tableau te montre. Plus tu es proche de zéro, plus tu es faible, que ça soit positif ou négatif. OK, ça, c'est super important. C'est sûr que tu as une question à l'examen de fin d'année sur le classement de coefficient de corrélation linéaire. C'est certain à 100%. Là. Je l'ai vu, l'examen. Là. Je sais qu'il y a une question là-dessus. Sinon, j'en parlerai même pas matin. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Est-ce que c'est clair? Good. Deuxième partie des statistiques à matin, on va parler de la droite de régression linéaire. Fait que, qu'est-ce qu'une droite de régression linéaire? J'essaie de l'expliquer correctement. J'ai marqué un titre, juste changer de page, là, parce que si je reste dans la même page, ça n'aurait comme pas d'allure. Donc, nouvelle page après. Puis mon titre, c'est la droite de régression linéaire. Je vais mettre un beau titre pour commencer. Donc, droite de régression linéaire. En fait, qu'est-ce que c'est une droite de régression linéaire? Ben, c'est une droite qui passe en plein milieu d'un nuage de points qui sert à estimer des valeurs. Donc, exemple, si je vais, mettons, dans un nuage de points que j'ai fait tantôt comme ici. OK, si on avait un nuage de points. Le nuage de points, ben, habituellement, on a les graduations en X et les graduations en Y. Fait que ce qu'on peut faire, c'est qu'on voit différentes valeurs, mais on peut essayer, dans le fond, moi j'appelle ça extrapoler qu'est-ce qu'il y en est. Parce que si je trace une droite au milieu de mon nuage de points, puis mon nuage de points commence ici puis finit là, ben peut-être que je veux savoir quand X vaut ici cette valeur-là, que vaut le Y. Fait que si mettons, je suppose que ma droite, ça représente comme un genre de moyenne, ben je suis capable, dans le fond, d'anticiper un résultat. Fait que mon but, c'est de dire, OK, je récolte des données, puis à l'aide de la récolte de mes données, ben, je suis capable de prédire un résultat. Ben, on fait ça beaucoup dans le cadre des statistiques, là, quand on cherche, dans le fond, à comprendre des phénomènes. Tu sais, présentement, je faisais tantôt l'exemple avec la pandémie. Ben, si on prend l'exemple de la pandémie, ben, souvent les chercheurs sont capables de dire si les gens, par exemple, respectent les mesures sanitaires, sont capables, ou les gens se font vacciner, ben, sont capables de dire ben, si ça s'en va dans ce sens-là, ben, on va se ramasser avec, il va juste rester, mettons, 10 cas au mois de juillet. Pourquoi? Ben, parce que dans le fond, avec leur étude statistique, ils sont capables
d'extrapoler, de voir l'avenir. C'est ce qu'on va faire dans le fond, puis il existe plein de méthodes de faire ça. Généralement, c'est fait à l'ordinateur. Il n'y a pas grand monde qui fait ça mathématiquement, puis je me demande tout le temps pourquoi on enseigne encore cette foutue matière-là. Mais bon, il y a plusieurs façons de le faire, puis nous autres, on va prendre une méthode parmi dans d'autres qui s'appelle la méthode de Maillard, qui est la méthode, je dirais, qui est quand même assez précise. Là. C'est une bonne méthode. Là. Fait tu sais, j'ai pas de méthode préférée là-dedans, mais on me dit enseigne avec Maillard parce que Maillard, c'est celle que tous les profs prennent, que ce soit en CSC de 4 ou en SN de 4. Fait qu'on prend toujours Maillard, puis je vais faire un exemple avec ça. Donc, la meilleure façon de comprendre, c'est de faire un exemple. Donc, je fais un exemple de méthode de Maillard. Donc, méthode avec Maillard. Puis, je vais faire un exemple. Là-dedans, dans mon exemple, je vais comparer l'âge des gens. Donc, l'âge des gens, je vais le mettre en X par rapport au revenu annuel en milliers de dollars. Donc, revenu annuel, je vais marquer en milliers de dollars. Ça va être mon Y. Je vais marquer ici le Y. OK? Fait que je vais faire un petit tableau à double entrée. J'aurais pu faire un copier-coller de mon tableau, mais il est vraiment affreux, mon tableau. Je vais en faire un plus beau. Fait que dans mon tableau, j'ai ici le X, j'ai ici le Y. Le X, on a dit que c'était l'âge. Puis le Y, ça se trouve à être l'argent qui est en milliers de dollars. Fait que quand on est en milliers de dollars, si mettons j'ai 40 000 dollars, j'ai marqué juste 40. OK? Fait que là, si on a quelqu'un dans mon tableau qui a 18 ans, son revenu, c'est de 7 000 dollars. Fait que je marque juste 7. Quelqu'un de 20 ans, j'ai demandé c'est quoi son revenu, il me dit 22 000 dollars par année. Quelqu'un de 24 ans me dit que son revenu était de 26 000 dollars. Quelqu'un de 32 ans me dit que son revenu était de 31 000 dollars. Quelqu'un de 34 ans me dit que son revenu était de 60 000 dollars. Quelqu'un de 42 ans me dit que son revenu était de 56 000 dollars. Quelqu'un de 60 ans m'a dit que son revenu était de 62 000 dollars. Quelqu'un de 62 ans me dit que son revenu était de 70 000 dollars. Et quelqu'un de 68 ans me dit que son revenu était de 83 000 dollars par année. Donc, j'ai récolté des données que j'ai placées en ordre croissant selon l'axe des X. Fait que quand tu fais ton problème de droite de régression linéaire, là, tu sais, qu'est-ce qui est en X, qu'est-ce qui est en Y, on s'en fout un peu, mais il faut prendre la décision. Donc, une fois que tu as pris la décision, tu te dis, OK, l'âge des gens, je le mets en X, le revenu annuel, je le mets en Y. Ça, généralement, tu y vas, le premier que tu vois, tu le mets en X, le deuxième, tu le mets en Y, parce que si tu le fais à l'envers, ça marche pareil en passant, là. Mais souvent, dans les examens, on dit quoi faire, parce que ça se corrige mieux. Fait que dans ce cas-là, tu t'arranges pour placer tes données en ordre croissant selon les X seulement. OK? Fait que ça veut dire, dans le fond, il faut comprendre que les données sont reliées ensemble. Parce que si tu mets tes Y en ordre croissant, ben là, ça veut dire, dans le fond, que si tu mets en ordre croissant, ben ici, la personne de 50, tu sais, la personne qui a 42 ans, ben, elle va gagner 60 000. Ben, c'est pas ça que tu as récolté comme données, là. C'est la personne de 34 ans qui gagne 60 000. Fait que les données s'appartiennent ensemble. Ça va avec ça, ça va avec ça. Ils sont reliés ensemble, ces données-là. Tu ne peux pas dire, je vais placer les Y en ordre croissant. Ne fais jamais ça. OK? Fait que la première étape, je vais marquer les étapes pour faire le travail comme du monde. Alors, l'étape 1, c'est toujours classer les données en ordre croissant, mais les X seulement. Donc, étape 1, classer les données en ordre croissant. Je vais marquer ici, en parenthèse, X seulement. Oui, question, Kevin. Oui, là, on pourrait les échanger de place, ça ne changerait absolument rien. OK, l'important, c'est que le 34 puis le 60, ils restent toujours comme ensemble. Fait que quand tu places les X ensemble, ben le Y, il suit le X. Il est comme collé après. Oui, Justin.
C'est la même affaire. Je vais juste réviser la notion comme ça, parce que j'ai des élèves qui sont en CSC5 qui n'ont pas vu ça depuis un an. Fait que c'est sûr que pour eux autres, de le revoir, c'est peut-être pas une mauvaise affaire. Il n'y a rien de SN dans les stats, c'est la même affaire. Ah, ben, je l'ai dit au début, j'ai dit, il y a même moins de choses qu'en CST. Il y a pas de rang centile. Non, non, c'est pour ça, il y a rien. Mais je le révise au complet parce qu'en même temps, ça vous aide. Ça l'aide aussi. J'ai quelques élèves qui sont en CST 5. Puis je suis certain que Satie est contente de revoir ça parce qu'elle a dû probablement oublier ça. Satie, est-ce que je me trompe? T'avais-tu oublié tout ça? Ouais, je te comprends. Moi aussi, je l'oublie tout le temps, toutes les années, parce que c'est pas le genre de matière que j'aime beaucoup enseigner. Oui, 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 non, c'est très clair. Puis tantôt, je vais revenir sur la feuille de notes, là. Je vais en parler après la pause. C'est bon? Fait que, non, c'est ça. Puis il faut vraiment que je le revise parce que la droite de maillage, je sais qu'il y a quelque chose dans l'examen à la fin aussi en lien avec ça. Fait que je me dis, je mets toutes les chances de votre côté en visant les éléments que je qualifie comme étant importants, là. Fait que la première étape, on a classé les X en ordre croissant seulement. La deuxième étape, on va diviser le tout en deux groupes égaux. OK? Donc, étape numéro 2, on divise les données. Donc, divise les données en deux groupes égaux. Oups. Données en deux groupes égaux. Quand c'est impair, ben, si c'est pair, ça va bien. OK? Quand c'est pair, mettons, tu as 12 données, ben, tu fais 6, 6. Tu mets une ligne entre les deux. Mais là, présentement, on a un nombre impair de données. Alors, le groupe qui va être au milieu va se trouver être dans les deux parties en même temps. Donc, je vais marquer ici 6 paires. Ça va. Ça va. J'ai écrit vraiment tout croche, là. Ça va. Ça va. Si impair, la donnée du milieu est dans les deux groupes en même temps. La donnée du centre, ça va être plus beau, est dans les deux groupes en même temps. Dans les deux groupes en même temps. Donc, si tu regardes ici, je sépare mes données en deux groupes. Fait que je vais prendre ça, c'est mon groupe numéro un. Ça va arrêter comme genre ici. Ça, c'est mon groupe numéro 2 qui va partir ici. Fait que là, je me trouve à avoir ce qu'on appelle le X1. Puis ici, je me trouve à avoir ce qu'on appelle le X2. Mais cette donnée-là au centre, le 3460, ben, je vais le compter dans mon groupe X1. Puis je vais le compter aussi dans mon groupe X2. Puis là, en même temps, je vais avoir un groupe qui va s'appeler le groupe Y1, qui va être ce groupe-là, qui va aller jusqu'ici. Puis je vais avoir après ça le groupe Y2 qui va être ici. Ça, c'est mon groupe Y2. Fait que j'ai deux paquets de données. J'ai séparé ça en deux. Groupe X1, groupe X2, groupe Y1, groupe Y2. OK? Vous avez tout le monde déjà fait ça. Fait que dans mon groupe X1, j'ai 5 données. Dans mon groupe X2, j'ai 5 données. L'important, c'est d'avoir le même nombre de données dans les deux groupes. Fait que si j'avais eu un nombre pair, mettons si j'avais eu 10 données, ben j'aurais eu 5-5. Mais je n'aurais pas eu de données en commun dans les deux. Mais j'ai un groupe impair, je ne peux pas avoir 5-4. Puis je ne peux pas avoir 4-4 et dire ben, la donnée du centre, je ne la prends pas. Faut que tu l'inclues parce que si tu ne la prends pas, ben, ça sert à quoi la donnée du centre? Il faut qu'elle influence quand même. Alors, ça, c'était la deuxième étape, on a séparé. La troisième étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver la moyenne de X1, X2, X3, Y1 puis Y2. Il n'y a pas de X3 puis X4. Fait que l'étape numéro 3, c'est trouver la moyenne des groupes. Puis quand je parle des groupes, c'est X1, X2, Y1, Y2. Fait que tu trouves 4 moyennes. Fait que dans le fond, je vais les faire. Fait que si je trouve la moyenne de X1, ben je vais faire 18 plus 20 plus 24 plus 32 plus 34. Tout ça, je vais diviser par 5 parce que j'ai 5 données. Ça va me donner 25,6.
Après ça, je vais faire x2. x2, ben, je vais faire 34 plus 42 plus 60 plus 62 plus 68. Tout ça divisé par 5, ça va me donner 53,2. Là, note ce que j'ai fait, j'ai mis des parenthèses. Parce que l'erreur classique que les élèves font, quand ils font la moyenne, ils ne mettent pas de parenthèses. Fait que là, ils pitonnent 18 plus 20 plus 24 plus 32 plus 34. Puis là, ils font tout de suite diviser par 5. Puis là, en réalité, la calculatrice, elle fait vraiment 18 plus 20 plus 24 plus 32. Fait qu'elle additionne tout ça. Puis après ça, elle fait juste 34 divisé par 5. Fait que là, ça donne comme une moyenne qui est généralement beaucoup plus élevée que la vraie moyenne. Fait que ça scrape totalement tes données. L'autre façon, si tu ne veux pas gérer des parenthèses, ben additionne tes chiffres ensemble, fais égal, puis après ça, fais diviser par 5. OK? Règle le problème de cette façon-là, mais fais pas l'erreur de dire je rentre tout d'une shot, je mets pas de parenthèses, puis là, comment ça, j'arrive à une moyenne de 51. Tu sais, si ta moyenne est plus grosse, si ta moyenne, là, tu sais, quand tu regardes à l'œil, moi je regarde les chiffres de 18 à 34, je me dis la moyenne devrait être pas mal au milieu, alentour de 25-26. Si tu arrives à une moyenne de 42, là, tu ne peux pas avoir une moyenne plus grande que ton maximum. OK? C'est impossible. Fait que fais juste valider pour voir si ça a du sens. Tu es capable de gager ton gros bon sens. J'espère. Les Y, je vais les mettre d'une autre couleur. Donc, Y1, si on fait le calcul, on va faire 7 plus 22 plus 26 plus 31 plus 60. Je divise par 5, ça fait 29,2. Le Y2, ben, je vais faire 60 plus 56 plus 62 plus 70 plus 83. Je divise par 5. Et on arrive à 66,2. Donc, on vient de trouver un X1, un X2, un Y1, un Y2. Donc, nous autres, là, ce qui est intéressant, c'est ces chiffres-là ici qu'on vient de trouver. Le reste, c'est nos calculs. À date, ça va bien, c'est la même affaire que vous avez déjà fait en CST. Hein? C'est pas mal pareil. C'est pareil aussi. Alors, rendu là, on a comme des coordonnées. On a des points X1, Y1, puis on a des points X2, Y2. Ça, c'est ton point X1, Y1. Ça, c'est ton point X2, Y2. Fait que ton étape numéro 3, c'est de trouver la pente de la droite, parce qu'on cherche une droite de régression linéaire. Fait que, depuis le début, notre but, c'était de trouver une droite. Fait qu'on vient de trouver, dans le fond, 2 points qui appartiennent à la droite. C'est ça qu'on vient de trouver. Fait qu'on va trouver la pente, la droite et le paramètre B. Donc, étape 4. Je vais le marquer en noir, parce que j'étais parti en noir depuis le début. Alors, l'étape 4, c'est trouver la pente. Trouver la pente et le B. Pour être en forme, Y est égal à AX plus B. Fait que la pente, c'est facile. On va faire X2, Y2 moins Y1, X2, bravo champion. On va faire Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Fait que dans ce cas-là, j'ai déjà mes chiffres que j'ai trouvés ici. Fait que mon Y2, c'est 66,2 moins 29,2 divisé par 53,2 moins 25,6. Là, c'est sûr, attends-toi que ça donne toujours des nombres à virgule pas beaux, OK? Surtout dans tous les problèmes, là, ça arrive jamais juste. C'est bien rare. Fait que moi, j'arrive dans le fond à approximativement 1,34. J'ai la réponse exacte ici, là. Moi, juste la voir avec 4 chiffres après la virgule, ça fait quoi? 37 divisé par 27,6. Ça donne 1,3406. Fait qu'on est en SN, on va garder 4 chiffres après la virgule, parce que mes notes de cours sont à côté, que je suis depuis tantôt, pour pas avoir à faire perdre trop de temps, ben, c'est des notes de CST, puis en CST, on travaille juste avec 2 chiffres après la virgule. En SN, 4 chiffres. Là, maintenant, on va trouver le B. Donc, pour trouver le B, on remplace. Donc, on remplace quoi? Bon, on va remplacer X et Y par une des coordonnées. Fait que je vais savoir que Y est égal à 1,3406X plus B. Je vais remplacer maintenant par le point 29, le point X1, Y1.
OK? Fait que si je remplace par X1, Y1, je vais avoir ici 29,2, puis je vais avoir ici 25,6. Fait que là, je vais tout marquer les mêmes affaires. Je calcule mon 1,3406 fois 25,6, donc 1,3406 multiplié par 25,6, j'arrive à 34,3194. Oui, question. Non, tu utilises le X1, tu utilises dans le fond soit le X1, Y1 ou le X2, Y2. Tu n'utilises pas les points du tableau parce que les points du tableau ne sont pas nécessairement sur la droite. C'est que le problème quand tu trouves le X1, Y1 et le X2, Y2, ça donne des points qui sont sur une droite qui passent au milieu de tous les autres points. Fait que si tu utilises les points du tableau, tu ne seras plus à la droite, tu vas prendre des points qui sont à côté. Fait qu'il faut que tu te serves du X1, Y1 ou du X2, Y2. Fait que là, les autres points qu'on avait ici, là, on s'en fout après ça. Ça répond à ta question? Oui. Donc, je trouve mon B. Fait que je vais faire 29,2 moins 34,3194, ce qui me donne moins 5,1194. Donc, le B est égal à moins 5,1194. Donc, l'équation, donc y est égal à 1,3406x moins 5,1194. C'est pas super beau, mais c'est ça. Puis là, la question qu'on pourrait faire, parce que à quoi ça sert ce qu'on a fait là? C'est toujours la question, pourquoi on a fait ça? Hein? Si je te pose comme question, mettons, puis on revient dans le contexte, hein, là, c'était des personnes d'un certain âge, puis on calculait leur salaire. Mettons, moi, je veux savoir, quelqu'un qui a 90 ans va gagner combien selon cette logique-là? OK? Ça, c'est ma question que je me pose. Donc, je vais marquer, quel est le salaire pour une personne de 90 ans? Donc, quel est le salaire d'une personne de 90 ans? J'aurais pu marquer d'un vieux, mais bon, on ne le fera pas, là. D'une personne de 90 ans. Tu sais, là, on est logique, hein? On dit, on regarde ici, plus l'âge augmente, plus le salaire est grand. C'est pas toujours ça dans la vraie vie, mais ça, c'est mon exemple ici. Fait qu'on s'attend pour dire que, techniquement, le salaire devrait être vieux. Et pas vieux, mais élevé. Fait que je vais juste remplacer le X par 90, puis je vais calculer. Fait que je vais faire 1,3406 multiplié par 90 moins 5,1194. Donc, je calcule le tout. N'oubliez pas que ça va me donner des milliers de dollars en passant. 1,3406 multiplié par 90 moins 5,1194. J'arrive à un salaire, ça me donne 115,5346, qui veut dire en réalité, vu qu'on est en milliers de dollars, la réponse finale va être de 115 534,60 $. Parce qu'ici, il ne faut pas oublier que j'ai fait un fois 1000. Parce qu'on est en milliers de dollars. Donc, une personne de 90 ans devrait gagner 115 534,60 $. On pourrait se poser la même question, mettons, selon ce tableau-là, un enfant de 12 ans devrait gagner combien? Fait que techniquement, selon ce que je vois, il devrait probablement gagner en bas de 7 000 $. Mais ça dépend de l'équation. Fait que ça, c'est pour les notes d'aujourd'hui, parce que c'est pas mal tout au niveau de la nouvelle matière. Là, je viens de faire la partie théorique, puis là, maintenant, je vais faire la partie exemple. Puis j'avais déjà mis un document d'exemple sur Classroom. Fait que je vais prendre le même document d'exemple avec vous autres, puis je vais faire quelques petits numéros ici et là. Mais y avait-tu des questions par rapport à ce que je viens juste de faire avec vous autres? Ça va-tu? Ouais? Donc, je vais juste sauvegarder ça, parce que ça tantôt, je vais tout le mettre sur Classroom en passant. Comme ça, des fois, il y a des gens qui ont déjà l'information. Fait que je vais appeler ça Stats 5 juin. Fait que je vais aller le mettre directement sur Classroom. Fait que ça va être là. Juste faire fichier exporter en PDF. Fait que ça va apparaître sur Classroom. Dans le cours d'aujourd'hui, là, je vais tout de suite mettre ça là.
Fait que modifier. Fait que si tu veux faire l'exemple, et tu dis, hey, mais Danny, peux-tu revenir vous me montrer les notes? Ben là, ça va être là. Fait que fichier, importer, je vais dans stats, et on a dit ce que je viens de faire, stats 5 juin. Donc les notes de cours sont en ligne dans ce que j'ai posté hier soir, j'ai juste modifié. Fait que ça, c'est beau. On fait donc des exemples. Fait que je vais prendre mon autre document d'exemple ici. Comment il s'appelait déjà? Je vous pose la question. Comment il s'appelle mon document d'exemple? Là, les élèves disent, ben voyons donc, c'est clair, ton document d'exemple il s'appelle Travail cours 4. Ben, c'est ce que je faisais quand je faisais le pont. C'est drôle parce que avant ça, j'enseignais le cours du pont pour le SN vers CST. Fait que là, c'était mélangeant parce que les élèves qui étaient en SN, quand ils allaient faire les stats en CST, ben là, ils se rendaient compte qu'il y avait plein d'affaires nouvelles. Les élèves de SN, ils ne voient pas les corps moyens, ils ne voient pas le grand centile, ils ne voient pas le diagramme en feuille. Fait qu'en CST, ils le voient. Fait que là, c'était plus mélangeant. Ils faisaient comme, que c'est ça, parce que vous autres, à matin, c'est tout du déjà vu. Fait que je partage mon document à l'instant même. Je partage donc une fenêtre, cette fenêtre-là. Et voilà. Donc, on va faire des petites questions vite comme ça. Alors, vous avez des questions qui sont à l'écran. Je vous laisse lire le numéro 1, puis dans le clavardage, vous me dites c'est quoi la réponse du numéro 1. On va juste voir si c'est bon. Donc, marquez-moi la réponse du numéro 1 que vous voyez à l'écran. Donc, tout le monde me dit que c'est A et vous avez raison. Donc, la plus forte corrélation, c'est A. C'est un classique. C'est sûr qu'à l'examen de fin d'année, vous avez une question là-dessus. Là. OK, c'est certain. Sûr. OK, puis le piège, c'est que les gens répondent souvent 0.7 parce qu'ils disent « Ah, c'est fort, fait qu'il faut que ça soit positif. » Non! Assurez-vous d'avoir cette question-là bonne, au moins. Faites-moi plaisir, s'il vous plaît. Question numéro 2. Si on regarde la question numéro 2, je vous laisse la lire. On va en discuter après. C'est un choix multiple. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc, c'est ça, les gens me répondent que c'est... Là, je vois des A, je vois quelques personnes qui ont répondu B. Laisse encore un petit peu de temps pour que ça soit le plus clair possible. Je vais juste trouver dans le fond, moi, d'autres choses pendant ce temps-là. Ah, c'est ça que je cherchais. Perfect. On va tricher, moi. Donc, ceux qui ont répondu A, encore une fois, vous avez raison. La réponse était A. Pourquoi? Ben là, on a comme un genre de petit tableau de double entrée. Fait qu'on se rend compte ici que plus la distance augmente, plus le nombre de buts réussis diminue. Fait qu'ici, là, on s'en va vers le moins. Donc ici, ça augmente. Ici, ça diminue. Et ça augmente à peu près de la même façon que ça diminue. Donc, vu que l'augmentation est de 2 mètres la shot, puis la distance, puis le nombre de buts réussis diminue d'à peu près 2 mètres, pas 2 mètres, mais 2 buts, c'est à peu près un rapport égal, ben, on est capable de dire que ça va être fort et négatif. Pourquoi c'est négatif? Ben, parce que dans le fond, quand la distance en mètres augmente, le nombre de buts diminue. Fait que quand tu as deux variables, tu en as une qui augmente, l'autre diminue, c'est négatif. Et c'est fort parce qu'on a la même croissance, décroissance, le même lien entre les deux. Fait que si on avait eu, par exemple, une distance en mètres qui aurait augmenté, mais le nombre de buts aurait augmenté aussi en même temps, ben là, ça aurait été positif. Et si ça avait, par exemple, augmenté, on va dire que la distance en mètres avait augmenté, mais le nombre de buts n'avait pas bien changé, puis à un moment donné, il aurait diminué un petit peu, mais pas trop sûr, ben là, on aurait pu dire que ça aurait été faible. Ça va pour cette question-là? On en fait une autre. Le numéro 3, je vous laisse le lire. C'est cool parce qu'on fait de l'approximation. C'est des belles questions. Oui, question Kevin.
Les X, non, ben dans le tableau à double entrée, les X partent toujours de gauche vers la droite, tandis que le Y part toujours de haut vers le bas. Ben, dans ce tableau normal, il pourrait, oui. Ben, dans le tableau du numéro 2, j'aurais pu mettre la distance diminuée, j'aurais pu la faire diminuer dans mon tableau numéro 2. OK? Mais dans le tableau numéro 3, dans le tableau numéro 3, le nombre de visites, je vais les mettre en ordre croissant. Je les ai jamais vus en ordre décroissant. Dans un graphique, ben, les X, c'est toujours de 0 ça part toujours de 0 en montant. Là, fait que les X, ils augmentent tout le temps. Tu as raison. J'essaie de comprendre ce que tu me dis, là, mais dans un plan cartésien, ça augmente tout le temps. Dans le Ben, c'est que tu lis à l'envers. Tu sais, prends mettons l'exemple du tableau. Si je veux faire diminuer mes X, je vais lire d'ici, puis je vais m'en aller par là. Mais on lit de gauche à droite, fait qu'on a toujours tendance à faire augmenter les X parce qu'on lit toujours de gauche à droite. Je sais pas si tu me suis là, par rapport à ça. Fait que par défaut, les X augmentent tout le temps parce que c'est notre habitude de lecture qui fait qu'on lit de gauche à droite. Mais si on lisait de droite à gauche, si on était de descendance, mettons, si on savait le tour de parler arabe, les peuples qui sont arabes, eux autres, ils ont appris à écrire de droite à gauche. Fait que là, ils seraient peut-être mélangés. Je sais pas comment ils font leur plan cartésien, là, mais probablement qu'ils font de la même façon parce que les maths, c'est universel. Mais les X, c'est ça, c'est toujours. Ben voilà, je pense que de la façon dont tu le vois, oui, c'est toujours de gauche à droite, puis les Y, ils sont plus mélangés. Là. Si je comprends ce que tu me dis, c'est ce que je suis prêt à répondre. Donc là-dedans, beaucoup de réponses différentes. La réponse officielle du corrigé, c'est C, en passant. Puis là, vous allez faire ben, premièrement, c'est négatif. OK, dans notre tableau de double entrée, regardez le nombre de visites s'en va par là, mais l'âge s'en va comme ça en montant. Fait que vu que nos données, ils s'en vont de façon croissante de cette façon-là, ben c'est négatif, c'est à l'envers. On a un tableau de double entrée, comme j'ai montré tantôt, on est à l'envers, fait que ça veut dire dans le fond que la corrélation elle est négative. Là, pourquoi c'est fort? Pourquoi c'est fort? Parce que si ça avait été faible, on aurait eu des chiffres partout. Puis là, si vous regardez, tu vas dire, oui, mais il y a des chiffres partout. Oui, je suis d'accord, mais les chiffres sont concentrés au centre. Les gros chiffres, 6, 4, 4, 4, 6, ça forme presque une ligne ici. OK, sur les contours, il y a quelques données, mais c'est vraiment réparti. C'est sûr que dans l'interprétation, on aurait pu dire, c'est-tu vraiment très fort ou moyen fort? Tu sais, ça a une tendance à être plus moyen fort, mais c'est sûr que c'est pas faible. Si ça avait été faible, tu aurais eu des 4 et des 6 un peu partout. OK, c'est la différence entre les deux. Question piège, faites attention à ça. Question suivante. Là, je vais juste faire un petit tour de passe-passe avec vous autres parce que vous n'avez pas de voyons, c'est ça, vous n'avez pas de règles, vous ne pouvez pas le calculer à l'écran. Je vais juste faire un petit tour de passe-passe. Je l'ai-tu avec moi? Non, je ne l'ai pas avec moi. Comment je vais faire ça? OK, je vais le faire de cette façon-là, plus facile. Ce ne sera pas long. Donc, question 4. Je vais dézoomer un peu. Donc, on te demande de trouver le coefficient de corrélation linéaire. Moi, je vais juste te dire là-dedans, il faut le mesurer. Fait que je vais te le mesurer. Fait que je vais tracer ma ligne au milieu de mes points. Fait que ma ligne au milieu passe à peu près ma ligne. Ma ligne au milieu passe à peu près comme ça. Puis quand je fais mon rectangle à l'intérieur, mon rectangle est à peu près comme ça. À peu près ici. Je ne prendrai pas cette donnée-là parce que c'est une donnée éloignée. Fait que quand je trace mon rectangle, mettons, rectangle, mettons qu'il est bien tracé, là. Ça mesure 12,5 ici, cette mesure-là. Cette mesure-là mesure 4. Moi, je veux que tu me trouves le coefficient de corrélation linéaire. J'ai mis les formules en ligne tantôt. Fait que, trouvez-moi, ça donne combien le coefficient de corrélation linéaire, sachant que le petit côté mesure 4 et le grand côté mesure 12,5. Marquez la réponse sur Classroom, juste savoir si vous êtes bon là-dedans. Fait que, trouvez-moi le coefficient de corrélation linéaire.
C'est drôle parce que y en a qui mettent des réponses négatives, il y en a qui mettent des réponses positives, il y en a qui disent oups. Fait que si on sait le calcul, j'ai trouvé ça drôle, oups. C'est correct. Puis c'est le piège, hein? C'est le classique. Fait que ton coefficient de corrélation linéaire, le R, c'est 1 moins le petit côté divisé par le grand côté. Fait que ça me donne effectivement 0,68, mais sauf qu'on est négatif. Parce qu'on s'en va en descendant quand on lit de gauche vers la droite. Fait que la réponse finale, c'est effectivement moins 0,68. Tombez pas dans le piège. C'est pas grave, ça tire. Same oups. Je savais que je n'étais pas pogné du monde. C'était le but le matin. Je dis, je vais pogner du monde au piège avec cette question-là. C'était écrit dans le ciel. Puis, fait que, on va faire une dernière question avant la pause. En fait, ça va être la question de la pause. Je comprends la pause tout le bonheur, mais j'ai quand même pas mal de choses à faire après la pause, puis je change de sujet. Je me sens qu'arriver là. Fait qu'on va finir sur la question 5. Puis la question 5, je vous l'explique, il y a deux choses à faire, puis je vais vous laisser dans le fond du temps pour la faire, puis on va recommencer le cours en corrigeant cette question-là. C'est comme un petit quiz, là. Fait que la question, elle est très claire. Dans le fond, vous avez un médecin qui note le nombre de pulsations cardiaques par minute au repos de chacun de ses patients selon l'âge. Fait qu'à l'aide des données récoltées, trouve le nombre de pulsations cardiaques par minute pour une personne de 85 ans. Et je veux en plus que tu me calcules le coefficient. Non, mais en fait, juste que tu me fasses ça. Calcule-moi pas le coefficient de corrélation linéaire. Là, je veux pas que tu me traces le nuage de points et tout ça. Fait que juste que tu me trouves le nombre de pulsations cardiaques pour une personne de 85 ans. Et tu n'as pas le choix de faire la méthode de Maillard. Il faut que tu trouves la droite de régression linéaire, il faut que tu trouves l'équation. Donc, il faut tout que tu trouves, puis il faut que tu me trouves quand x vaut 85. Fait que je veux que tu essaies de faire ça. On va prendre une pause en même temps. Ben, moi, je vais prendre une pause, puis j'aimerais ça que tu le fasses pour que le retour de la pause ça soit fait. Donc, je te laisse, mettons, 20 minutes, le temps de le faire. Je peux répondre aux questions sur des questions au départ pour savoir comment le partir. Puis on va savoir vers 10h35 si ça vous va. Mais je veux que ça soit fait, cette question-là, pour être sûr que vous l'avez compris. Je sais que c'est quand même assez long à faire meilleur. Est-ce qu'il y a des questions avant que je parte en pause de savoir comment le faire? Donc, on est de retour de la pause. Explication. Je vais quand même aller dans un certain rythme. Je ne ferai pas tout le calcul au long. Fait que, nous autres, on veut calculer avec Maillard qu'est-ce qu'il y en est. C'est sûr que je regarde mes groupes de données en X qui sont déjà en ordre croissant, que je peux séparer en deux groupes. Là, ce qui est le fun, c'est que j'ai deux groupes pairs. Fait que je vais prendre les six premières données ici. Je vais séparer de cette façon-là. Fait que je vais avoir ici les 6 premières données qui vont représenter le X1 et le Y1, puis je vais avoir mes 6 autres données qui vont représenter le X2, Y2. Oui, j'ai une question, Sati. OK. Fait que là, je prends mes 6 premières données, parce que là, j'ai 12 données. Tantôt, quand j'avais un nombre de données impaires, ben, la donnée impaire du milieu, je la mettais dans les deux groupes, mais là, je fais mes deux groupes différents. Fait que quand je fais la moyenne pour trouver X1, quand j'additionne 6 plus 8 plus 14 plus 15 plus 17 plus 25 divisé par 2, j'arrive à 14,16 périodiques. Quand je fais le X2, j'arrive dans le fond à 41,3 périodiques. Quand je fais le Y1, ça c'est un X en passant, là. Quand je fais le Y1, j'arrive à 78,5 flush. Et quand je fais le Y2, j'arrive à 62,83 périodiques. OK? Fait que ça, c'est mes valeurs que j'ai calculées en faisant mes moyennes de chacun de mes groupes. Fait que là, c'est sûr, il y a un plan cartésien ici, c'était pour tracer, là, mais je ne voulais pas qu'on le trace, je voulais juste calculer Maillard, parce que c'est vraiment, je mets l'emphase là-dessus. Fait que là, je suis capable de calculer ma pente, parce que mon but, c'est de trouver l'équation de forme Y est égale à AX plus B. Puis là, à partir du moment que j'ai ces données-là, le reste des données en haut ne sert plus à rien. OK? Fait qu'il faut juste valider que nos données ont du sens. 14,16, je suis pas mal au milieu. 78,5, je suis pas mal au milieu. 41,3, je suis pas mal au milieu. 62,83, je suis pas mal au milieu, mais mes données sont comme un peu mélangées ici. Fait que oui, ça a l'allure. Donc, je trouve le A, qui est la pente, en faisant Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Fait que je peux faire mon calcul qui est 62,83 périodiques moins
60 et... Voyons, moins 78,5 divisé par 41,3 périodique moins 14,16 périodique. Moi, j'ai tout pris mes chiffres après la virgule, mais c'est en garde 4, c'est bon pareil. Fait que ton A devrait te donner moins 0,5767. Ça, c'est le paramètre A. Maintenant, on est capable de trouver le B. Là, on sait que c'est Y est égal à X plus B. Fait que j'ai remplacé, moi, j'ai pris dans mon exemple le point X1, Y1. Fait que j'ai remplacé le Y par 78,5. Le A, je le connais, c'est moins 0,5767. Le X, je le connais parce que j'ai pris le X1 qui est 14,16 périodique, plus B. Donc, je calcule ça ici. Ça donne quelque chose, là, puis je fais 78,5 moins le résultat de tout ça, ce qui fait en sorte que le B, j'arrive approximativement égal à 86,6697. Donc, l'équation de ma droite, c'est Y est égal à moins 0,5767x plus 86,6697. Ça, c'est l'équation de ma droite de régression linéaire. Nous, on voulait savoir pour une personne qui a 85 ans. Donc, ce qu'on fait, on dit si x est égal à 85. Donc, on remplace x par 85 dans l'équation. Fait que si je fais le calcul au long, moins 0,5767 fois 85 plus 86,6697, ben j'arrive à 37,65. Donc, y est égal à 37,65. Puis là, étant donné qu'on... Tu sais, des pulsations, comme Justin disait tantôt, c'est des nombres entiers la plupart du temps. On peut mettre quelqu'un qui me répond 37,65 pulsations par minute, je le mets bon. Quelqu'un qui arrondit à 37, je le mets bon. Quelqu'un qui m'arrondit ça à 38, je le mets bon aussi. OK? Juste parce que on est dans un contexte, puis dans un contexte, je ne veux pas non plus vous mettre jouer à la hache de guerre avec vous autres et dire hey, on le fait comme ça, puis tout ça. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au problème qu'on vient juste de faire, qui est quand même assez important? Il faut se souvenir comment faire ça, c'est primordial. Est-ce que ça va? Good! Donc, pour les stats, pour aujourd'hui, on a terminé ce chapitre-là, ce qui m'emmène dans le fond à la feuille de formule. Je vais vous montrer dans le fond, j'avais mis en ligne une feuille de formule, mais je m'étais rendu compte que j'avais mis la version non modifiée. Fait que ce matin, j'ai remis en ligne la bonne version. Je vais juste vous la présenter, puis peut-être faire des petites annotations, parce que ça se peut qu'il y ait des petites affaires qui manquent, là. Puis je vais regarder ça avec vous autres. Ce que j'ai fait, c'est une proposition, parce que je me souviens qu'on avait parlé à un moment donné de dire quand est-ce que tu peux nous mettre en ligne une feuille de formule ou nous aider. Puis vous, tu sais, mon but, c'est je joue toujours au guide là-dedans, fait que c'est pas obligé de prendre cette feuille de formule-là pour l'examen final, mais vraiment pas. Puis là, je me suis influencé de quelque chose qui existait déjà en ligne. Fait que, tu sais, je suis pas super original, puis elle n'est pas super belle, mais elle est complète. À mon avis, elle est pas mal complète. Fait que j'ai pas validé à 100%, puis s'il manque des affaires, on les rajoutera. Donc, vous l'avez sur Classroom. C'est la feuille suivante. Alors, la feuille suivante, puis je vais écrire des affaires de ça en même temps, juste pour que ça soit clair. Fait qu'elle est séparée en 2 pages. Donc, page 1, page 2. Puis ça représente pas mal tout ce qui se trouve à y avoir dans l'année, de ce qu'on se trouve à avoir vu dans le SN de 4. Très résumé. Très résumé. OK? Alors, la partie de gauche, on part ici, géométrie analytique. Fait que tu as la formule, pour les points. Là, j'ai pris une feuille. Fait que là, on parle des points A et B qui sont XA, YA, XB, YB. Moi, j'ai travaillé avec X1, Y1, X2, Y2. C'est la même affaire en passant, là. Fait que la distance en 2 points, on l'avait travaillé. Le point milieu, on l'avait travaillé. La pente, vous savez comment trouver ça. Des droites parallèles, des droites qui ont la même pente. Des droites perpendiculaires, le produit de leur pente est égal à moins 1. Donc, la pente de l'une est l'inverse de l'opposé de l'autre. L'équation des 3 formes de droite, on a vu fonctionnelle, générale, symétrique. J'ai écrit à côté comment trouver les zéros, l'ordonnée d'origine, la pente de chacune des formes. C'est sûr que la fonctionnelle, le 0 c'est moins B sur A, le A c'est la pente, le B c'est l'ordonnée d'origine. La forme générale, j'ai modifié des affaires parce qu'il avait marqué les autres dans le cahier avec des lettres minuscules.
Puis là, ça n'a pas sorti super bien ici. Là. On a perdu le X, en tout cas, c'est pas bien grave. Fait qu'on a le 0 qui est moins 6 sur A, l'ordonnée d'origine qui est moins 6 sur B, puis la pente qui est moins A sur B. La forme symétrique, c'est ça que je disais, on a perdu un petit peu de précision ici. Je vais essayer de le corriger. Là. Je devrais être capable avec une mine fine. Ici, ça devrait être un X. Donc, c'est un X ici. Puis ici, c'est un Y. Fait que ça, c'est la forme symétrique de la droite. Dans la forme symétrique, A, c'est l'abscisse à l'origine ou le 0. B, c'est l'ordonnée à l'origine. Puis la pente, c'est moins B sur A. Tu as la formule ici de la distance d'un point à une droite. Fait que tu as le schéma à côté, la droite en forme générale, AX plus BY plus C est égal à 0. Le point HK, qui ont pris eux autres en formule. Fait que c'est pas les mêmes lettres que moi, mais vous comprenez le principe. Là, j'ai pris ça ailleurs. Les inéquations. Donc, les inéquations, quand tu as une droite, un exemple ici d'une équation d'une droite qui est tracée, ben, c'est plus grand quand c'est par-dessus, c'est plus petit quand c'est par en dessous. Les systèmes d'équations, comment travailler par addition, c'est pas par addition, mais je l'ai marqué ici par réduction. Fait que par addition, ça existe. Ben, ça existe peut-être dans d'autres affaires, là, mais nous autres, on a vu le terme par réduction. Elle va faire de quoi de mieux que ça va être plus propre. Tiens. Par. Au lieu de barrer des affaires, j'ai ça, barrer des choses. Puis là, j'ai marqué par réduction. Je vais vous sauver ça, après ça, je le remettrai sur Classroom en super propre. Fait que, je vais marquer ici par réduction. Donc, hein? L'art de faire des choses, ben, pas belle. Voyons, est-ce que j'ai sélectionné ça? Tasser ça ici. Ah, là, c'est pas beau. Shit. Je vais juste prendre ma réduction là. Ce sera pas long. Je vais mettre ça en beau, en blanc. Là, je fais un peu de. Juste rendre mes affaires belles que je vous donne. Et voilà. Donc, je peux mettre ma réduction. J'ai échappé mon crayon, c'est pas grave. Je peux mettre ma réduction à sa place. Fait que la réduction. Ah, merde. Merde. CTRL Z. Comment ça va marcher? Ah, en tout cas, c'était beau tantôt au début. Tiens, comme ça. Fait que la réduction, c'est quand, dans le fond, tu as deux équations de droite, une par-dessus l'autre, ben, on élimine une variable en faisant fois quelque chose en haut, fois quelque chose en bas, puis on élimine les droites. Là. Fait qu'il y a un exemple là. Substitution, comparaison aussi. On les a travaillés récemment. En bas, j'ai jamais appelé ça de même, mais c'est un système semi-linéaire. C'est quand on compare une droite avec une parabole, donc on fait une comparaison. Quand on compare une droite avec une parabole, fait que vous avez un exemple là où on va avoir dans le fond deux solutions. Fait que c'est toujours dans la partie gauche. Fait que ça, c'était pour ce qu'on se trouve à avoir vu aussi, mais qui est en lien plus avec les droites et les paraboles. Si on remonte en haut de la droite, ici, vous avez la relation de Pythagore. Vous avez les relations métriques. Les relations métriques, je les mets de côté pour l'instant. Je reviens là-dessus tantôt. Okay, je vais juste en parler rapidement. Il n'y a pas de question comme telle à l'examen de fin d'année sur les relations métriques, mais des fois, ça peut être un raccourci qui peut être intéressant. Puis c'est légal d'utiliser ça à l'examen de fin d'année. Fait que je revenais là-dessus tantôt. Vous avez les principales formules des aires et des volumes, qui sont très résumées. Fait que c'est juste pour les. En fait, c'est les solides seulement. Fait que c'est sûr qu'il n'y a pas les formules d'air là-dessus. Fait que peut-être une bonne idée des fois quand tu ne te souviens pas l'air d'un trapèze, exemple, qui est la somme des bases fois la hauteur divisée par 2 n'est pas là-dessus, mais vous la rajouterez. Loi du sinus, loi du cosinus, avec les petits dessins. Sinus, c'est opposé sur hypoténuse, cosinus adjacent sur hypoténuse, tangente opposée sur adjacent, le fameux SOHCAHTOA. Les formules d'air du triangle qui est base fois hauteur divisé par 2, BC fois sin de A divisé par 2, ou la formule de Héron avec le demi-périmètre. Ici, on tombe dans les paraboles. Paraboles en forme canonique. C'est pas marqué à côté. Je vais le rajouter que c'est canonique. Donc, ça ici, c'est la forme donc canonique. Oups. Canonique. Ici, on a la forme générale. Et ici, on a la forme factorisée.
Fait que dans la forme canonique, ben, le A, c'est la même affaire pour toutes les formes en passant. Là. Fait que si c'est positif, la parabole est vers le haut. Si A est négatif, la parabole est vers le bas. Le HK, c'est le sommet. Tu peux trouver les zéros en faisant la formule suivante ou en résolvant l'équation. Moi, je préfère résoudre, mais vous avez la formule dans votre face. La forme générale, ben, le sommet de la parabole, c'est marqué moins b sur 2a avec une formule affreuse à côté que je ne me sers jamais. Mais c'est une formule que je te donne si tu veux l'utiliser. Moi, honnêtement, je prends toujours f de moins b sur 2a. Donc, ici, là, j'ai tendance à écrire, je vais l'écrire à côté. J'aurais tendance à écrire f de moins b sur 2a. C'est un ou pour cette partie-là ici. Là. Ça, c'est la même affaire que ça. Là-dedans, on dit que ben, c'est ça, le sommet, il est marqué, puis là, on a marqué B2 moins 4AC en passant, ça se trouve être ce qu'on appelle le discriminant dans la grosse Bertha. Fait qu'on marque tout le temps un triangle pour le représenter. Là. Ça s'appelle delta, c'est une lettre grecque. L'axe de symétrie de la parabole, c'est moins b sur 2a. Et en forme factorisée, ben, tu as dans le fond le discriminant qui est toujours la même affaire. Puis les zéros, c'est la grosse Bertha, moins b, moins racine de b2 moins 4ac sur 2a, puis moins b plus racine de b2 moins 4ac sur 2a. Ça, dans le fond, ici, ça se trouve à être la Bertha qui se trouve à être écrite en bas en deux parties séparées. Donc ça, c'est la Bertha qui est ici. Fait que le triangle, c'est juste delta qui est le b carré moins 4ac qu'on devrait techniquement calculer en premier. OK, ça fait beaucoup de choses. La deuxième page, ben, c'est toute la partie factorisation qui est super importante pour la fin de l'année. Donc, partie factorisation, je pars de la gauche ici en haut. Fait qu'ici, on se trouve à avoir, qu'est-ce que ça donne un binôme au carré rapidement? Ben, A plus B au carré, ça fait toujours A2 plus 2AB plus B2. A moins B au carré, ça fait toujours A2 moins 2AB plus B2. Puis A plus B fois A moins B, ça donne toujours A2 moins B2. Fait que ça, c'est important à savoir. Vous avez des exemples ici avec des chiffres. Fait que ces exemples-là ici, ça va avec ça. Ça va avec ça. Et l'exemple qui est ici, celui-là, va avec ça. Vous avez des exemples de division ici. Donc ça, c'est pour faire les divisions. C'est super important. C'est sûr qu'une question sur les divisions. Donc, on va en visiter tantôt d'ailleurs des divisions. Là, je vais en faire avec vous autres, mais c'est sûr qu'à la fin de l'année, il y a des questions sur les divisions. Il n'y aura pas de questions avec des restes, mais c'est marqué sur la feuille de notes qu'il y avait des divisions avec des restes. Fait que bon. Oui, Kevin. Tu as le droit à 2 feuilles de formule maximum recto verso. OK? Maximum, mais là j'ai résumé ça sur une feuille. Je dis 2 feuilles parce que des fois les élèves ils savent faire des feuilles recto verso, fait qu'ils arrivent avec 2 feuilles séparées, ils sont pas recto verso, puis ils se mettent des exemples à l'endos, fait que ça me dérange pas, mais maximum 2. Vu qu'on a fait le cours en 40 heures, je pense qu'au lieu de faire une feuille de formule, 2, ça va vous donner un petit coup de main. Différence de carré, ben, la différence de carré, c'est la factorisation. Fait que tout ce qui est ici, c'est toutes les méthodes de factorisation qu'on se trouve à avoir vues. Fait que quand tu fais A2 moins B2, ben, ça donne A plus B fois A moins B. Il y a un exemple ici. Mise en évidence double, ça prend 4 termes. On sépare en 2 termes. Fait qu'il y a un exemple ici de mise en évidence double. Le trinôme carré parfait, c'est quand dans le fond, tu te trouves à avoir l'exemple avec le A2 plus 2AB plus B2. Dans le sens que le terme du milieu, c'est le double de la racine du premier terme, du dernier terme. Ça peut être un plus ou un moins. Fait que vous avez l'exemple ici. Vous avez l'exemple de somme-produit. J'ai marqué produit et somme, mais c'est somme-produit. Fait que vous avez un exemple ici qu'il faut trouver somme-produit. Regardez le A, le B, le C. Trouver 2 nombres qui donnent 12, la somme qui donne 7. Ça, c'est super important. Super important. Vous avez ici les fractions rationnelles. Donc, comment factoriser quand il y a... c'est dans le fond une multiplication sur une division. Là, donc, comment factoriser le tout. Les additions et soustractions de fractions rationnelles aussi. Donc, comment additionner le tout. Ça, c'est super important aussi. Puis, il faut aller chercher les restrictions là-dedans. Donc, ça aussi, ne sont pas marqués. Fait que je vais marquer astérix restriction. Je pensais qu'il était sur la feuille de notes, mais les restrictions, c'est qu'il faut aller valider au dénominateur qu'est-ce que ça vaut, qu'est-ce que ça vaut pas. Donc, je vais juste vous le rappeler dans l'exemple. Fait que j'ai marqué ici restriction. Restriction.
Ça, c'est super important de les vérifier. Exemple, ici, là, dans mon binôme, si tu regardes, j'ai au dénominateur, dans mon exemple du départ, x plus 3. Je vais juste zoomer pour que ça soit plus gros pour vous autres. Fait que j'ai x plus 3 ici, puis j'ai x2 moins 1 comme dénominateur. Fait que mes restrictions, j'ai marqué que à la fin, x ne peut pas être égal à moins 3, parce que moins 3 plus 3, ça donne 0. Tu ne peux pas avoir une division par 0. Puis ici, x ne peut pas être égal non plus à 1 et moins 1, parce que x au carré moins 1, ben ça fait x plus 1 fois x moins 1. Fait que x ne peut pas être égal à 1 parce que ben 1 moins 1, ça fait 0. Puis x ne peut pas être égal non plus à moins 1 parce que moins 1 plus 1 donne 0. Fait que ton dénominateur ne peut pas être égal à 0. Fait que ça, c'est super important. Les restrictions, donc ça, il ne faut pas les oublier. Même affaire quand tu trouves à faire l'addition et soustraction de fractions rationnelles. Quand tu additionnes des fractions comme ici, faut faire attention. C'est bizarre, c'est le même exemple. Non, c'est pas le même exemple. Je pensais que c'était le même exemple qui arrivait ici. C'est pas le même exemple. Donc, ici, on aurait des restrictions. C'est comment les mettre en commun, là, puis comment simplifier. Mais il faudrait dire ici aussi que x n'égale pas 1 et x n'égale pas 3. Fait que là, il faudrait marquer nos restrictions ici. Puis la même affaire ici, allez voir au début, c'est quoi mes dénominateurs? Bien ici, je dirais que x n'égale pas 1 et moins 1. J'ai une question, Justin. Ouais, c'est moins 3, c'est moins 3. Je voulais aller vite. Fait que ça, c'est super important. Et par la suite, sur la feuille de notes, vous avez la partie statistique que je viens juste de voir avec vous autres. Là. Fait que j'ai trouvé des informations assez rapido presto sur les stats. Fait que vous avez l'image de points ici avec des... C'est marqué liaison, mais c'est corrélation. Là. J'ai pris ça sur un site français. Je trouvais que c'était beau. Fait que quand c'est parfait, positif, fort, positif, c'est des exemples avec le R à l'entour, là, une nulle. Vous avez ici comment trouver le coefficient de corrélation linéaire avec un exemple. La droite que j'ai faite tantôt avec le parfait, fort, faible, nul, moyen avec le négatif, positif. Et la méthode de Maillard ici avec les deux groupes de données. Fait que, tu sais, c'est un résumé en passant, puis s'apprendre comme que c'est, mais ça représente pas mal tout ce qu'on se trouve à avoir vu dans le SN jusqu'à présent. Fait que, tu sais, ça condense vraiment, tu fais un condensé, là, pur et dur, ça naît un beau. Je vais juste le sauvegarder pour qu'on puisse puis je vais le mettre tantôt sur Classroom, là, j'ai marqué note de cours résumé, version 2. Fait que je vais tout de suite aller le mettre sur Classroom, la version 2, comme ça vous allez avoir la bonne version, ceux qui veulent la télécharger. Fait que ça va être en ligne, ça va être là. C'est un cadeau que je vous donne, là, ça me fait plaisir de vous donner un petit coup de main. J'avais dit que je vous aiderais, que je vous guiderais. Puis c'est mon rôle de prof de vous guider le plus possible. Puis je réponds à Justin qui m'avait dit quand est-ce que je vais avoir une feuille de formule? Ben là, Justin, tu l'as ta feuille de formule sur quoi te guider. Ça fait ton affaire. Bon, party! Parle-moi de ça. Ouais, je vais faire un petit blitz rapide sur les relations métriques. OK? Très, très rapide. Puis, oui, Shamina. J'ai pas bien entendu en passant. Peux-tu répéter? Tu peux peut-être écrire ta question dans le clavardage, mais tu pourrais, tu sais, je pense avoir deviné ce que tu me demandais, Shamina, mais si tu imprimes ça puis tu sors de ça à l'examen, moi j'ai pas de trouble, là. Si c'était ça ta question, j'ai pas de problème avec ça, là. J'ai essayé de résumer le plus possible pour vous aider. C'était ça ta question? Ok, super. Fait que c'est un modèle, là. Fait que prenez ce que vous voulez, ça me dérange pas, mais tu sais, comme là, je vais expliquer les relations métriques rapidement. Parce que on me l'a demandé, fait que je vais juste mettre ça de côté puis me sortir une autre page pour vous autres, pour vous expliquer les relations métriques. Puis les relations métriques sont pas comme je dirais, c'est pas une nécessité
qui est nécessaire. Je cherche un bon terme à dire. Mais c'est pratique, c'est vraiment super pratique. Puis je trouve ça triste que cette année, on a décidé, on dit, la pandémie, on ne le montre pas. Mais je vais vous montrer, c'est super rapide, relation métrique. Ça a le rapport avec Pythagore. Donc, si je te dessine un triangle rectangle, donc je montre les relations métriques très rapidement. Puis je mettrai ça sur le Classroom, là, juste pour relations métriques dans le triangle rectangle. Ça, c'est important. C'est pas juste relation métrique, c'est relation métrique dans le triangle rectangle. Fait que si je fais un triangle rectangle, je vais le faire dans les airs parce que c'est plus facile à voir dans les airs les relations métriques. OK? J'ai un triangle rectangle que je vais appeler A. Ouais, c'est normal, j'ai oublié de partager mon écran. Dans la vidéo, tu aurais vu, par exemple. Hey, je m'en allais dire, tu regarderas la vidéo à la place. Non, je ne ferai pas ça. J'ai juste oublié de... Mais, non, mais je vais faire pousser les vues sur YouTube là, pour me payer un char, tiens. Ouais, c'est ça. Déjà que ça ne me génère pas grand-chose, mon site YouTube. Là, ça me prendrait bien plus de vues pour générer de l'argent. Il faudrait que je fasse des super belles vidéos. Puis à date, je fais comme, je prends ça, j'enlève les blancs, je mets ça en ligne, je me casse pas trop la tête. Fait que si je prends un triangle rectangle, que j'appelle le triangle rectangle, mettons avec les côtés A, B, C, avec les sommets qui s'appellent, je vais mettre mon grand C ici, grand C, grand A, grand B. Ben, il y a une première relation métrique que vous connaissez. La première relation métrique, la numéro 1, ben, c'est Pythagore. Ça veut dire que je suis capable de dire que petit a au carré plus petit b au carré est égal à petit c au carré. Ça, c'est une relation métrique en passant. Oui, Justin. Juste pour les triangles rectangles. OK? C'est juste pour ça. Si ton triangle n'est pas rectangle, va pas faire... Ben, tu sais, dans le fond, peux-tu faire Pythagore? Si tu peux faire Pythagore dans ton grand triangle, tu peux faire des relations métriques. Si tu peux pas faire Pythagore à la base, tu peux pas faire de relations métriques. Ça règle le problème. Ben, pour faire une histoire courte, non. Pour faire une histoire longue, ben, tu pourrais si tu traces des hauteurs. Mais là, c'est ça. Mais il faut que ton grand triangle, à la base, soit un triangle qui est rectangle pour faire des relations métriques. OK? Là, si j'ai un triangle rectangle, ben, on peut tracer une hauteur. Donc, je vais tracer une hauteur. Je vais la tracer super belle. Là. Et là, si on trace une hauteur dans un triangle rectangle, ben, on obtient deux triangles rectangles. Ça, je vais l'appeler dans le fond la hauteur H. OK? Fait que là, je viens de former trois triangles rectangles. Fait que ça, ce point-là ici, je vais l'appeler le point, mettons, D. D, mettons. C'est pas M, M c'est pour milieu. J'ai ça, M, quand c'est... OK, mettons, c'est le point D. Ben, si je prends le triangle CBD, celui qui est à gauche, avec CDA, celui qui est à droite, avec CBA, ben là, j'ai trois triangles rectangles. Puis, si je rentre vraiment dans les détails, j'ai trois triangles rectangles semblables, où ce que je pourrais faire du K1, K2, K3 comme en secondaire 3. OK? Ça, c'est un peu la raison pourquoi cette année, on ne voit pas les relations métriques, parce qu'il faudrait faire un retour sur le K1, K2, K3 pour démontrer le tout. Là, je veux juste vous dire que c'est ça à cause du K1, K2, K3. On a trois triangles qui sont semblables. OK? Là-dedans, étant donné qu'on a trois triangles semblables, on est capable de tirer des conclusions. Alors, si on veut tirer des conclusions, ce que je vais faire, c'est que je vais donner des noms à mes côtés. Je vais appeler ce petit côté-là ici, je vais l'appeler petit m. Ça, c'est mon petit m. Puis lui, je vais l'appeler petit n. OK? Fait que dans le fond, la deuxième relation métrique, qui n'est pas une relation métrique, mais plutôt qui est une petite information, je vais marquer ici que C, c'est égal à m plus n. Juste pour que ça soit clair. OK? Le grand C, ben pas le grand C, mais ce C-là ici, c'est m plus n. Alors là, j'ai une relation métrique. La deuxième relation métrique, à partir de ce que j'ai dit, puis là prenez-les comme que c'est, ben, je suis capable de dire comme deuxième relation métrique, puis je vais les écrire comme moi je les comprends.
ben, je suis capable de dire, il faut que je me souvienne de mes relations métriques, parce que là, je regarde ce qui est marqué là, puis je suis pas tout le temps... Ben, oui, c'est les mêmes, là. Je sais que M fois N est égal à H au carré. Ça marche tout le temps. Fait que si j'ai un triangle rectangle, le petit côté qui forme l'hypoténuse, le côté C, fois l'autre petit côté, c'est égal à la hauteur au carré. Ça, je m'en sers souvent. Oui, Justin. Ouais. 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 Ben, c'est un triangle rectangle. A fois B divisé par 2, ça donne l'air. T'es d'accord avec moi? OK, ben si t'as l'air et t'as le côté C, ben tu peux isoler ton H comme tu viens juste de le dire. Oui, oui, oui. Oui? Ben, c'est que tu travailles quand même avec l'air, mais l'air d'un triangle rectangle, c'est les deux côtés qui forment un angle droit multipliés ensemble. Ou c'est... Tu sais, ça pourrait en être une. Je pourrais écrire ce que tu viens juste de me dire, juste pour que tout le monde comprenne, là. Tu sais... non, non, vraiment pas, parce que le petit A, c'est l'hypoténuse. Exact. Exact. Mais regarde, si mettons, je fais A fois B divisé par 2, qui est l'air, ben c'est la même affaire que C fois H divisé par 2. OK? Ça, c'est pas une relation métrique, mais ça pourrait être une par la bande. OK? Fait que ça veut dire que tu connais, mettons, petit A, petit B, petit C, ben fais un produit croisé puis isole ton H. Vous-même. Hein? Fait que troisième relation métrique, je sais que A multiplié par B est égal à C multiplié par H. Ça revient un peu à ça. C'est un peu la même affaire parce que enlève les divisés par 2, on revient à celle-là. Fait que A fois B est égal à C fois H. Fait fois 2, c'est deux côtés, ça donne la troisième relation métrique. Ça, c'est celle dans les notes de cours, c'est la quatrième en passant dans les notes de cours. Et il en reste deux. La quatrième puis la cinquième, c'est la même relation métrique. Ça dit que le côté A carré, c'est égal au côté M fois le côté C. Puis ça dit que B carré est égal au côté N fois le côté C. Fait que ça, c'est toutes des égalités qui sont vraies. Fait que ces égalités-là, quand tu connais tes mesures, puis t'es mal pris, tu as le droit de te servir de ces formules-là. C'est ça que ça veut dire. Oui, Justin. Ben, je vais faire des exemples avec des chiffres si tu veux bien comprendre. Exemple. Ben, si je te donne un triangle rectangle, on va dessiner un beau triangle rectangle avec cet outil-là. Je vais le dessiner différemment. Juste pour qu'on se mélange un peu. Mon angle de doigt, il est là. Mettons que je te dis, dans mon problème, je connais, j'ai un triangle qui est ici. Oups. Je connais, dans le fond, ce côté-là qui représente être la hauteur qui est sur le côté. Puis je te dis que, mettons, ce petit côté-là ici vaut 3. Ce petit côté-là vaut 6. Puis je te dis, trouve-moi la mesure de H. Comment tu ferais autrement? Tu le vois, c'est la seule façon. Donc, là-dedans, tu pourrais dire, ben, H au carré est égal à 3 fois 6. Donc, H au carré est égal à 18. Donc, la hauteur est égale à la racine de 18. Parce que tu as pris la formule. Mais autrement, si tu n'as pas cette formule-là, tu ne peux pas trouver la hauteur. C'est impossible. Je te donne juste 3 et 6, puis je te dis, trouve-moi H. Tu vas virer le problème de tous les bords. Tu ne peux pas faire Pythagore, tu ne peux pas faire le trigo. Tu fais quoi? Fait que, ben, ça serait par algèbre, par exemple, parce que tu pourrais faire un système d'équations. Mais encore là, ça serait tiré par les cheveux. Fait que t'es bien mieux avec cette règle-là. Le reste des autres règles, on s'en sert à peu près jamais, mais la plus utile, c'est vraiment le M fois N est égal à H au carré. Mais encore là, c'est pas ça qui va revenir
à se péter la tête ses murs, là, je parle en SN dans l'examen. Ça peut être utile, mais tous les problèmes sont faits pour que tu puisses passer par la trigo. Ça répond à ta question? Fait que ça, je vais le sauvegarder, je le mettrai tantôt sur Classroom. Là, je vais juste faire enregistrer dans les notes d'aujourd'hui. On va mettre ça là, puis je dispose de ça. Je vais faire des petits problèmes avec vous autres, rapido presto, avant de vous donner le devoir, juste pour qu'on fasse un petit réchauffement rapide. Puis je vais faire des problèmes, je reviens dans le fond sur des vieilles notions. Fait que je vous avertis, là, ça va verger fort. Fait que je vais juste ouvrir mon document qui était ici. Fait que je vais faire ouvrir avec ça. Et je vais faire des petits problèmes rapido presto juste pour qu'on se remette dedans. Fait que je vais aller sélectionner un problème parmi les autres. Et voilà. Donc, on se met en mode on est capable, je partage, bouton pour partager, une fenêtre. Alors, on part à la révision, parce que tantôt je te donne un devoir en passant qui va être sur des vieilles affaires, parce que vu que j'ai vu l'examen cette semaine, à cette heure, je sais quoi mettre l'emphase dessus. Fait que je vous donne le numéro 5 qui est une belle question. Fait que je vous laisse la lire, puis je veux savoir qu'est-ce qui est équivalent à cette expression-là. Puis je l'explique après. Fait que c'est pas une mini-test, rien là, juste que vous essayez de le faire, puis vous me dites c'est quoi la bonne réponse là-dedans. Explication. OK? Parce que là, je vois que bravo en passant à Kevin qui a trouvé la bonne réponse, Thomas qui a réussi à la trouver aussi, après avoir essayé C, B, c'est la bonne réponse. Alors, explication, pour les autres qui sont peut-être comme en mode qu'est-ce que je fais? Ben, tu sais, ce qu'on a dans le fond, on a une somme. Fait que, idéalement, ici, je peux factoriser. Fait que je vais commencer par factoriser juste pour voir un peu si je peux pas avoir un dénominateur commun. Fait que je vais avoir x au, j'ai pas de x au carré au numérateur. Je vais avoir x plus 5 divisé par, ça c'est une différence de carré. Fait que ma différence de carré, c'est x plus 4 fois x moins 4. Fait que je vais avoir x plus 5 sur x plus 4 fois x moins 4 plus 3 fois x moins 4. Là, je me dis, qu'est-ce que je peux avoir en commun? Ben, je pourrais avoir comme dénominateur commun, il manque le x plus 4. Fait que je vais faire fois x plus 4 de chaque côté. Ben, pas de chaque côté. Mon dénominateur pour le numérateur pour avoir le même dénominateur. Là, si je fais ça, j'ai fait fois 1. En faisant fois 1, ben, ça me permet dans le fond de m'assurer d'avoir une somme avec le même dénominateur. Là, je peux additionner mes fractions. Alors, mon dénominateur commun, c'est toujours x plus 4 fois x moins 4. Mon numérateur, ben, ça va être x plus 5 plus 3 fois x plus 4. Le 3 se distribue. Ça me fait x plus 5 plus 3x plus 12. Tout ça est toujours sur x plus 4 fois x moins 4. J'additionne mes termes en haut, ça fait x plus 3x, ça fait, je m'en vais ici, ça fait 4x. 5 plus 12, ça fait 17. Puis au dénominateur, ben là, j'ai x plus 4 fois x moins 4. Puis là, je regarde mes choix de réponse, je me dis, ben, c'est pas mal la même affaire que x au carré moins 16 si je multiplie mes binômes ensemble. Fait que ça me permet, dans le fond, d'avoir ma réponse parce que mon numérateur me guide vers ma réponse. Ça va pour tout le monde? On en fait un autre semblable, OK? Parce que là, oui. Oui, ben si on veut simplifier. Mais vu que là, on a une somme, puis il n'y a rien qui se simplifie, puis là, on a un choix multiple, ben tu sais, j'aurais pu donner comme réponse finale, j'aurais pu donner ça comme réponse finale. Mettons quelqu'un, ça va être une question à réponse courte, quelqu'un qui finit puis qui me répond ça comme ça, j'aurais dit, hey, bravo, tu as la bonne réponse. Mais là, c'est parce que tu as un choix multiple, puis ton choix multiple, il est fait des fois pour être un peu chiant. Fait que oui, x plus 4 fois x moins 4 donne x au carré moins 16. C'est un piège. C'est juste, it's a trap. It's a trap. Kevin, t'avais une question? Non, ok, c'est beau. On en fait une dernière avant de vous présenter le devoir, qui va avoir 5 questions qui va être à la mettre pour mardi. On va aller faire le numéro 7 ici. Donc, je vous laisse le lire et de me dire ce que vous en pensez comme choix multiple.
Ben, mettons, je le fais avec vous autres parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, ok? Je veux pas... Ok, on a deux factorisations à faire. On a celle-là ici, puis on a celle-là ici. Ça, c'est une somme produit. Fait que quand on la factorise, deux nombres dont le produit donne 3, la somme donne 4, ben c'est 3 et 1. Fait que quand je factorise ici, vous devriez être arrivé à x plus 1 fois x plus 3. Ça va. L'autre, le x au carré moins 9, quand on le factorise, ben c'est une différence de carré, ça fait x plus 3 fois x moins 3. OK? Fait que, il était facile en plus, lui, ici, parce que c'était somme produit, c'était 3 et 1, là, fait que j'ai pu prendre le truc, je me souviens plus, je pense que c'était... c'est ça, c'était Arlette qui m'avait donné ce truc-là, là, je m'en souvenais pas, de toute façon. Fait que là, je peux tout réécrire. Alors, je vais me ramasser, je vais l'écrire ici, je vais me ramasser avec x plus 2, moins, parenthèse, x plus 1 fois x plus 3, divisé par x plus 3 fois x moins 3. Ça, c'est ma première étape. Là, je me dis, hey, avant de le mettre sur le même dénominateur commun, je peux éliminer mes x plus 3. J'ai le droit de faire ça, parce que j'ai mon bloc de droite, c'est juste des facteurs. Fait qu'une fois que j'élimine ça, ben, il me reste juste comme dénominateur x moins 3. Fait que là, lui, je vais le mettre sur le même dénominateur. Fait que je vais me ramasser ici avec un x plus 2 multiplié par x moins 3 fois sur x moins 3 moins x plus 1 sur x moins 3. Fait que tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté le x moins 3 sur x moins 3 parce que c'est mon dénominateur commun. Je le regroupe tout sur le même dénominateur. Donc, sur le même dénominateur, je vais avoir x plus 2 multiplié par x moins 3 moins parenthèse x plus 1 divisé par x moins 3. Fait que mon dénominateur, je sais que ça va être x moins 3. Là, je ne peux pas simplifier le x moins 3 d'en haut avec celui d'en bas parce que j'ai un moins entre les deux parenthèses. Mais je peux distribuer mes deux binômes ensemble. Alors, x fois x, ça va me donner x au carré. X fois moins 3 va donner moins 3x. 2 fois x va donner 2x. 2 fois moins 3 va donner moins 6. Moins x moins 1 parce que le moins avant la parenthèse, ça fait moins x moins 1. Tout ça est toujours divisé par x moins 3. Et maintenant, je mets mes termes semblables au numérateur ensemble. Fait que je vais me ramasser avec x au carré, moins 3x plus 2x moins x, ça fait moins 2x. Moins 6 moins 1, ça fait moins 7. Sur x moins 3. Puis là, la réponse, ça nous saute en pleine face ici. Puis tantôt, je disais, on peut tricher légalement. Tricher légalement, c'est que tu prends ta calculatrice, puis là, x ne peut pas être égal à 3 ou moins 3, ben tu dis si x est égal à 2, tu remplaces x par 2 partout, tu prends ta calculatrice, tu regardes ce que ça donne, puis tu fais la même affaire avec tes choix multiples, tu remplaces x partout par 2, puis tu regardes lequel qui va donner la même réponse. C'est un choix multiple, on s'en fout de ta démarche. Fait que si tu le fais comme ça dans un choix multiple, il n'y en a pas de problème, mais ça, j'appelle ça une méthode de validation. Faites pas ça dans un examen. Ben, tu peux le faire, là, mais c'est une question-réponse courte, tu ne peux pas valider avec une question-réponse courte tant ou longtemps que tu n'as pas simplifié. Est-ce que ça va pour cette explication-là? Présentation du devoir. Alors, je vais vous allumer le devoir à l'instant même. Le devoir à remettre, encore une fois, je vais mettre sur Classroom, qui va être à remettre mardi avant le début de la période, donc c'est le 8 juin. Fait que c'est un devoir pas évident. Je vous dirais que c'est de l'algèbre principalement parce que depuis que j'ai pris connaissance de l'examen, ben j'ai de l'inquiétude. Fait qu'il faut pratiquer beaucoup l'algèbre. Le reste aussi est important, mais c'est la matière qu'on a vue, ça fait un petit bout. Fait que je mets de l'emphase là-dessus. Alors, 5 questions. La première question, c'est une question avec de l'algèbre, des systèmes d'équations et des inéquations. Fait que t'as un parc, on va installer bientôt une piscine creusée dans un espace rectangulaire de 20 mètres par 14 mètres. Fait que vous voyez dans le fond quel espace. Il y a une surface de béton qui est le trottoir qui entoure la piscine. OK, on voit vraiment le dessin. Et la piscine devra occuper au moins 160 mètres carrés de l'espace disponible. Fait qu'on veut que tu trouves les mesures possibles de la largeur du trottoir de béton en sachant que la largeur, c'est x partout. C'est la même largeur partout. OK? Fait que pensez polynôme là-dedans, pensez opération algébrique. Mais il y a au moins 160, c'est super important aussi. Fait que il y a plusieurs réponses disponibles. Fait que vous me répondrez dans un intervalle. Oui, Thomas.
C'est l'air de la région blanche. Oui, parce que 20 fois 14, ça donne pas 160. C'est bon? La question 2. André désire construire un bac à sable pour ses 2 enfants. Son épouse veut vérifier ses habiletés mathématiques. Voici 3 indications. C'est on dit là-dedans que l'aire doit être de forme rectangulaire. C'est un rectangle. La diagonale du rectangle mesure 7,5 mètres. Puis le périmètre du rectangle, c'est 21 mètres. On veut trouver dans le fond longueur et largeur. On a déjà fait une affaire qui ressemblait à ça. Il y a du Pythagore là-dedans en passant. Question 3. Fais une division. Donc, il faut que tu fasses 2x à la 3, 22x à la 3 plus 27x à la 2 plus 102x plus 112 divisé par x plus 8. Il faut retourner voir comment faire une division. Je sais qu'il y en a une à l'examen, il faut le pratiquer. Question 4. Simplifiez-moi ça. C'est un plus entre les deux, là. C'est pas super beau, mais c'est un plus. Et la question 5, qui est un mélange de parabole et de géométrie analytique. Je veux que vous me trouviez l'aire du triangle CBS. Donc, c'est une parabole où il y a des données dedans, puis qui se trouve à avoir 3 points. Puis là, pour trouver l'aire, naturellement, c'est soit rond ou la méthode que vous voulez. L'encadrement, essayez l'encadrement si vous êtes pas pire, c'est encore plus rapide et plus précis. La question 5 est un peu plus chiante. Les autres, c'est pas des grosses questions super longues, mais ça se trouve être votre devoir à remettre pour mardi. Super important, encore une fois, de faire les devoirs obligatoires. Puis mardi, on va se voir. Je vais corriger le devoir avec vous autres. Je vais faire un petit mini-test avec vous autres. J'ai préparé d'autres affaires pour se pratiquer. Puis là, on tombe en mode révision. Fait que là, je vous bombarde de plein de questions que toutes les notions sont toutes mélangées ensemble non-stop. Là, je vais me dire, on passe ça dans la machine à laver, là, puis on brasse.